Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours, en passant par l'apprentissage japonais, partons ensemble toutes les 2 semaines pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, comment ça va par chez vous ? Eh bien, par chez moi, on est plutôt en mode Buzzy l'ours. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui ont la référence sur Buzzy l'ours. Car oui, l'année dernière était une année chargée en administration, entre le changement de nom, le mariage, les impôts de freelance, etc., etc. Mais quand il y en a plus, il y en a encore. On change pas une équipe qui gagne. Et donc, en ce début d'année, on est aussi sur le signe de l'administration. Et c'est important d'avoir un petit jiggle pour l'administration. Encore une fois, de l'administration, parce que cette fois-ci, on est en mode changement de visa. Mais avant toute chose, on est parti pour la petite tranche de vie en mode Minitel portatif et un petit 3615 ma vie des familles que vous kiffez. Bon, déjà je sais que certains d'entre vous l'ont remarqué, mais pendant 2-3 jours, les podcasts étaient remplis de pubs chelous, en anglais, en italien, en allemand, etc. etc. Et bien en fait j'ai changé d'hébergeur, et pour pas rentrer dans tous les détails, lors du transfert des fichiers vers ce nouvel hébergeur, je me suis aperçu que l'ancien hébergeur avait inséré en dur dans les fichiers audio des publicités. Et celles-ci n'étaient pas forcément diffusées quand vous les écoutiez. Mais là, vu que mon nouvel hébergeur a récupéré les fichiers tels quels, il s'est retrouvé avec les fichiers par défaut. Et lui, il gère pas l'activation ou non de ces publicités. Du coup, dans tous les fichiers, il y avait 3-4 messages audio différents, voire peut-être même plus, dans des langues totalement différentes. Bref, lui, il lit le fichier source tel quel, normal. Du coup, on s'est retrouvé avec des tonnes d'inserts pubs en dur dans les fichiers. Et j'ai dû re-uploader 300 épisodes de source. Et ça a bien été chiant, voilà, je vais pas vous le cacher, ça a été relou. Non pas que ma connexion en plus soit mauvaise, mais c'est juste le système pour uploader qui est pas super bien fait sur le nouvel hébergeur. C'est pas fait pour aller publier, aller modifier vos fichiers d'il y a 4 ans aussi forcément, mais bon on peut le faire, c'était déjà ça qui était bien. Donc j'ai dû, vous doutez bien, retrouver en plus 300 fichiers sources, c'était pas simple, heureusement que j'avais quasiment tout gardé. Bon, je vous passe les détails, mais parfois j'ai dû remonter les épisodes, les réencoder, etc. Bref, ça m'a pris une bonne journée de travail. Mon samedi a été foiré, j'ai fait que ça pendant tout un samedi. Bref, mais le podcast est à nouveau propre, ouf, heureusement, parce que sinon, c'est vrai que ça aurait pas été génial pour les nouveaux qui écoutaient, surtout que souvent, les premiers épisodes en tout cas commençaient avec une pub, oh la qu'est-ce là tu fais, qu'est-ce que c'est que ce podcast ? Donc bref, voilà, pas merci à mon ancien hébergeur, pour le coup c'était pas ouf. Je vous passe les détails, j'avais eu des doutes que peut-être il y aurait eu ce problème, mais j'étais pas sûr et surtout j'étais bloqué. Mais encore une fois je vous passe tous les détails, mais bref j'ai pas pu faire autrement et j'ai eu cette mauvaise surprise effectivement de voir que les épisodes étaient bourrés de pubs. Bref, ça m'a pas plu beaucoup et surtout ça m'a fait perdre énormément de temps. Mais autre bonne nouvelle pour ceux qui aussi écoutaient le podcast sur YouTube avant, je sais qu'il y en avait quelques-uns qui écoutaient le podcast sur mon ancienne chaîne YouTube, eh bien il va enfin revenir dans ma nouvelle chaîne, donc sur la chaîne actuelle. Il va être aussi disponible dans YouTube Music pour ceux qui sont abonnés. Je sais pas s'il y a des gens qui sont abonnés et qui écoutent sur YouTube Music, mais ils vont pouvoir écouter le podcast. Mais il sera aussi en format vidéo sur la chaîne, enfin en vidéo. Il y aura juste la cover, mais c'est tout, je vais pas parler par-dessus, etc. Mais il y aura juste la cover du podcast et puis le podcast en audio. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment écouter sur YouTube, parce que j'avais quand même pas mal d'écoutes sur l'ancienne... Enfin, pas mal, c'était pas énorme, mais je veux dire, il y avait quand même 100-200 écoutes sur la chaîne YouTube, donc c'était quand même pas si mal. Et puis je m'en fous, ça me fait rien gagner de faire ça, mais je veux dire, c'est juste que ça a frustré certaines personnes qui écoutaient le podcast principalement sur YouTube, et qui préféraient, puis que là, ils pouvaient plus, parce que mon ancien hébergeur ne le faisait plus. Justement, à cause de ces problèmes de publicité insérés, YouTube, il y avait des conflits et compagnie, sur la thune, forcément. Eux, ils se font de la thune, pas moi, mais eux, ils étaient en conflit. Et du coup, ça posait problème. Donc là, j'ai changé d'hébergeur, pour d'autres raisons, et puis ça m'a aussi permis, du coup, de les remettre sur YouTube. Donc voilà, pour ceux qui voudraient écouter les podcasts sur YouTube, ils vont revenir sur la nouvelle chaîne, bien sûr, pas sur l'ancienne chaîne, sur la nouvelle que vous connaissez si vous suivez le podcast depuis quelques temps. Je l'ai créé il y a à peu près 1 an maintenant, puis elle est un peu plus active depuis le début janvier. Donc voilà, vous allez pouvoir retrouver les podcasts qui seront dans un onglet podcast ou dans une playlist podcast, je pense, là-dessus. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez les écouter sur la nouvelle. Si vous voulez, je ferai un message sur l'autre chaîne dès que j'ai le temps pour dire qu'elles seront sur la nouvelle. Elles le sont, quand ce podcast est enregistré, elles ne le sont pas encore, parce que là, il est en train de les encoder. Mais peut-être que quand elle sera publiée, ce podcast, effectivement, elles seront déjà sur YouTube. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien écouter sur YouTube, en faisant autre chose, en ayant YouTube en fond, sachez que tous les podcasts seront sûrement disponibles, les plus anciens et les nouveaux aussi. Il y aura l'intégrale, quoi.
Car oui, en janvier, comme je l'ai dit, j'ai donc relancé la chaîne YouTube de façon un peu plus industrielle, entre guillemets, dans le sens où je poste une vidéo par semaine. Et j'ai eu de très bons retours sur les nouveaux formats. J'ai fait un genre de vlog entrecoupé de cinématiques, puis une balade cinématique entrecoupée de mini passages vlog, et des vidéos de street photo où on se balade, et où je vous parle et je commente ce que je vois dans un quartier du Japon. Bref, je suis plutôt content, j'arrive à tenir le rythme et j'ai même des vidéos d'avance. On va voir comment évolue la chaîne. Je me donne quelques mois avant de tirer des conclusions sur la suite à donner à tout ça, parce que bah c'est sûr que si la chaîne fonctionne pas bien ou s'il y a peu de vues, c'est-à-dire que pour l'instant il y a des vues mais c'est pas non plus foufou, hein. Ouais, je pense qu'il doit y avoir 1000 vues. Ouais, une vidéo en un mois doit faire 700-800 vues, un truc comme ça en moyenne, en un mois de vie. Donc après, bon, je crois que mes premières vidéos cinématiques, celles qui avaient été plutôt pas mal, hein, qui sont même d'une qualité supérieure aux vidéos que je fais maintenant, forcément, parce qu'elles prennent plus de temps, mais c'est un autre genre. Je crois que la plus grande vidéo est à 2600 vues, et la deuxième doit être à 2000 et quelques, ce qui est ridicule, hein. Pour YouTube c'est pas grand chose, on peut se dire ah bah 2000 c'est sympa, mais ouais, c'est très ridicule, surtout pour le temps de travail que ça a pris, je vais dire, quand je poste une vidéo sur Instagram de n'importe quoi, je fais plus de vues, voilà, en faisant vraiment un truc tout pourri. Donc voilà, je veux voir si ça prend, je sais que YouTube ça prend du temps, donc je vais laisser un petit peu de temps, je vais poster régulièrement, c'est aussi pour ça que je le fais, parce que bah, pour que les vidéos aient plus de visibilité, pour que les vidéos que moi personnellement je trouve plus sympa, qui m'intéressent plus, c'est-à-dire les vidéos cinématiques, qui prennent du temps, bah, elles aient quand même une visibilité. Je fais des vidéos que je trouve un peu moins sympas. Je trouve pas ça nul non plus, hein, mais je vais faire des vidéos sur le voyage, sur des tips voyage, des trucs qui m'intéressent quand même un petit peu moins personnellement, je vais vous l'avouer, hein. J'aime bien partager avec, mais je le fais déjà avec le podcast, donc c'est un peu de la redite parfois par rapport à ce que je raconte sur le podcast. Mais voilà, pour essayer de ramener un public qui permette de faire voir les vidéos qui, moi, me tiennent un peu plus à cœur, puis que je peux faire de temps en temps. On verra, si ça fonctionne pas, j'arrêterai, et puis voilà, je me donne quelques mois, et puis sinon, bah, je laisserai tomber. On verra bien. Mais bref, je suis quand même plutôt content, parce que j'arrive à tenir le rythme, parce que t'es pas forcément sûr de faire une vidéo par semaine, mais les nouveaux formats que je fais sont assez faciles et rapides à faire. Il y en a une, c'est... bah, j'ai pas encore posté ces vidéos-là, mais il y en a une que je fais directement chez moi, en mode studio, avec un fond vert, et puis voilà, je donne un petit tips voyage, donc ça, bah voilà, je suis au chaud à la maison, je peux faire ça tranquillement. Puis les tips voyage, je vous en ai déjà fait plein, donc bah, je les connais, hein, donc c'est pas énormément de travail et de recherche, même si j'essaie de me mettre un peu à jour, c'est pas un travail de folie à faire. Et puis en plus, ça dure moins longtemps qu'un podcast, hein. Les vidéos durent 10 minutes, là où un podcast vont durer 1 heure, donc forcément c'est moins de travail. Et puis je fais des vidéos aussi, donc comme je vous l'ai dit, en mode balade, donc en mode balade photo, où là bah, c'est un peu plus sympa parce que c'est 30 minutes, ma caméra enregistre pendant 30 minutes et puis bah, ça s'arrête quand ça s'arrête. Donc c'est du point of view, donc filmé sur moi, et on fait une balade, je fais des photos et puis on commente ce qu'on voit, etc. Enfin je commente, je dis on parce que bah, vous participez parfois, et certains participent et puis merci à ça dans les commentaires. Mais voilà, on réagit à ce qu'on voit dans le Japon, je vous montre des quartiers autour de chez moi, là, l'autre fois j'étais à Otsu, donc c'était pas chez moi. Parfois ça sera autour de chez moi, parfois ça sera lors d'une balade. Pendant une de mes balades, je me ferai 30 minutes comme ça de petits shoots photos. Alors on va pas très loin, parce que 30 minutes, le temps de faire des photos puis de discuter, on traverse pas toute la ville. Mais on a le temps de se faire un petit quartier, voilà, quelques petites ruelles. Et j'aime bien le format, moi ça me permet de faire des photos, je vous partage des jolies photos, puis on parle de tout, de rien, ça permet de réagir sur la vie au Japon un peu en direct pour moi, puis bah, en différé pour vous. Donc c'est un format qui est pas trop compliqué pour moi à faire, que je peux faire assez facilement, qui nécessite pas trop de montage et qui nécessite surtout du temps en termes de retouche photo. Mais bon, c'est du plaisir pour moi de faire de la retouche photo, donc voilà, je m'y retrouve, on va dire, en termes de temps de travail, même si c'est du temps, hein, encore une fois. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Moi, j'aime quand même ces petites sorties, mais bien sûr, les vidéos que je kiffe, c'est mes vidéos cinématiques. Moi, j'aime bien faire ces vidéos-là, voilà, j'aime bien travailler dessus, mais elles prennent du temps, et j'aimerais qu'elles aient plus de visibilité. Voilà. Si je pouvais faire que des vidéos cinématiques, puis d'en faire une tous les 2-3 mois, je préférerais faire ça. Mais pour avoir de la visibilité sur YouTube, il faut poster régulièrement, donc j'essaye, et puis peut-être que ça marchera pas, puis si ça marche pas, bah tant pis. Voilà. Et au passage, bah, cette chaîne-là va sûrement rechanger de nom. Enfin, vous savez, j'avais déjà changé de chaîne. Il y avait une chaîne qui s'appelait Explore Japon, puis la nouvelle qui s'appelait Kitsune Dandy. Et je vais sûrement la rebrander Explore Japon pour être bah, plus cohérent, vu que je poste le podcast dessus. Et que, bah voilà, effectivement, au début, c'était pas trop l'idée que j'avais de la chaîne. Quand j'ai lancé cette chaîne, pour vous avouer, je voulais faire une chaîne un peu plus lifestyle, pas orientée que Japon. Voilà, je voulais pas faire que du Japon, je voulais faire un truc de la vie de tous les jours. Donc ça se passe au Japon parce que je vis au Japon, mais je voulais faire aussi des trucs un peu tech, des trucs un peu, voilà, parler de lifestyle, voilà, lifestyle en général. Et finalement, bah, je me suis un peu enfermé encore une fois rapidement sur le Japon, à faire des trucs très très Japon. Donc du coup, je me dis que bah, vaut mieux le remettre sur le nom Explore Japon, ça parlera plus, puis ça réunit tout au même endroit. Mais cependant, ça me permet aussi de libérer le nom Kitsune Dandy, que j'aime bien. Du coup, je vais peut-être faire une autre chaîne. Voilà, je dis que j'ai pas de temps, mais je voudrais comparer justement, voire faire autre chose. Faire une autre chaîne qui justement plus sur ce que j'avais envie de faire au départ,
sur le lifestyle, sur un format très lifestyle, et plus orienté cette fois pour l'international. Et oui, bande de petits franchouillards, je vous délaisse. Non mais voilà, je voulais aller un peu sur le côté international. Pas vraiment en mode explorons le Japon, hein, mais vraiment plus en mode lifestyle, juste des sous-titres, voilà, en anglais, en japonais et en français bien sûr, mais il n'y aura pas de voice-over, il n'y aura pas de face-cam, ça sera vraiment du lifestyle Japon. Ça se fait beaucoup au Japon, ce genre de vidéo où vous allez suivre la vie d'une Megumi, d'un Joichi, qui vous montre chez lui, qui vous montre son chez lui, qui vous montre quand il fait ses courses dehors, pas en mode influenceur, genre Japon, voilà, classique francophone, qui va être sa tête devant le truc, puis qui va se filmer en marchant dans la rue, puis en montrant des trucs un peu ouh, what the fuck Japon. Non, en plus vraiment de la vie japonais, quoi, la vie au Japon, de la vie normale. Ça va être plus déco, ça va être un peu plus au chalet, comme on dit, un peu plus moins voyage finalement, mais plus vie de tous les jours et design, déco, review tech, je sais pas, mais pas de la review classique ou fast cam et tout, mais plus dans son utilisation du lifestyle, vraiment de la chaîne lifestyle. Je vous laisse chercher hein, sur YouTube, vous verrez. Ça vous intéressera peut-être pas, même sûrement, parce que c'est autre chose, c'est quelque chose de très différent. Mais j'ai envie de lancer ce truc-là, qui moi m'intéresse un peu plus, je dois l'avouer. Parce que la partie voyage Japon, j'en ai déjà reparlé depuis 5 ans, puis je suis plus un touriste au Japon, moi, ça fait un bail. Donc du coup, c'est vrai que cette partie-là m'intéresse moins, le JR Pass m'intéresse moins, Internet au Japon, je vais faire des vidéos pour vous partager, pour vous aider, j'ai fait des podcasts déjà, mais ça m'intéresse moins, dans la vie de tous les jours, c'est pas un truc, je suis pas un fan de passionné de Japon, je suis pas travel planner, j'organise pas les voyages pour des gens, machin et autres, c'est pas mon métier, donc voilà, c'est un truc je suis content de vous partager des tips, voilà, ça me fait plaisir, mais là j'ai plus envie de passer sur un truc plus lifestyle, voilà, parce que ça m'intéresse un petit peu plus. Je vais mettre les deux en parallèle, puis on verra ce qui marche, hein, parce qu'encore une fois, hein, faire des vidéos, si les lifestyle, il y a 5 personnes qui le regardent, ça n'a pas d'intérêt de faire un truc pour 5 personnes, de prendre beaucoup de temps pour ça, donc le but c'est quand même qu'il y ait quelque chose qui marche derrière, qui fonctionne. Donc on fera les deux en parallèle, on verra, on lance des projets, puis il y a des trucs peut-être qu'il n'y en a aucun qui marchera, puis qu'on les mettra tous à la poubelle, et c'est pas grave, on teste, et on verra bien. Bon, bien sûr, hein, je vous partagerai comment s'appelle cette chaîne dès qu'elle sera sortie. Hein, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais je vous en parlerai à ce moment-là. Et donc, ça sera vraiment ma vie au Japon en mode cinématique, parce que c'est quand même des belles images, comme je vous le dis. Hein, c'est pas filmé à l'iPhone, face caméra, en disant oh, salut, je suis dans les rues, là, machin. Non, là, c'est vraiment un peu travaillé, un peu comme les vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, les premières vidéos cinématiques, mais vraiment en mode, pas en mode voyage, en mode vraiment lifestyle. Et puis, je vous dis, pas de blabla, pas de texte. Pour pouvoir toucher aussi un peu plus de gens, ne pas être enfermé que dans la sphère francophone, parce que j'ai aussi l'impression que la sphère francophone, elle cherche vraiment du voyage Japon, puis je vais pas dire qu'il y a que ça qui l'intéresse, mais le reste c'est très très niche, alors qu'à l'international, voilà, je pourrais aussi avoir des gens, des Japonais qui s'intéressent aux trucs déco que j'achète, aux endroits où je vais, parce que c'est des endroits qui sont pas des endroits touristiques, mais qui sont des endroits pour des gens qui habitent sur place finalement. Donc voilà, je me dis qu'il y a peut-être un peu plus de potentiel d'avoir de gens que ça intéresse. Et puis que le public français sera un peu différent, qui eux s'intéressent peut-être un peu plus au voyage. Peut-être que j'ai tort, hein, j'en sais rien. Mais on verra. On verra bien, on fait des tests, encore une fois. Mais bon, rassurez-vous, hein, le podcast, il n'est pas en pause pour autant. Vous l'avez vu, hein, je continue de garder le rythme d'un podcast toutes les 2 semaines, qui me convient bien en ce moment. Comme je le dis toujours, hein, tant que j'ai des choses à raconter, je continue. Quand j'aurai plus rien à raconter, j'arrêterai, parce que le podcast me fait rien gagner, donc je vais pas, c'est pas un boulot, je suis pas obligé, voilà. Si je ne change pas ma ligne éditoriale pour faire plaisir ou pour quoi que ce soit, machin. Bon, je raconte ma vie. Vous l'écoutez, c'est bien. Vous l'écoutez pas, je sais même pas s'il y a encore. Si, je sais qu'il y a des gens qui l'écoutent, mais je suis pas les stats, comme je vous l'ai déjà dit, donc voilà. C'est plus quand j'ai plus rien à raconter, j'arrête. Je sais qu'il y a encore plein de gens qui l'écoutent et qui m'envoient des messages pour me dire merci, tiens, ça me permet de continuer de suivre le Japon, c'est intéressant, c'est moins touriste ou c'est moins putaclic, c'est moins machin, j'en sais rien. Donc voilà, j'ai des messages quand même sympathiques de ce côté-là, donc voilà, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui sont aidés. Je sais qu'il y a des gens qui sont aidés pour leur voyage, d'autres qui sont aidés pour venir au Japon, donc ça me fait toujours plaisir parce que finalement ce podcast il est là pour ça, hein. C'était vraiment pour partager mon aventure, et comme moi j'ai bien aimé dans d'autres domaines, suivre l'aventure d'autres personnes qui m'ont permis d'apprendre des trucs ou de connaître ou de juste de rêver sur un truc. Bon voilà, c'est dans ce but-là que je fais ce podcast-là. Et donc j'en suis content. Mais bref, le podcast continue, n'ayez pas crainte, hein, pour ceux qui l'aiment bien. Et pour les haters, désolé, il continue encore un peu. Mais allez, on va s'arrêter là pour la partie Minitel et on va passer à ce qu'on adore, vous le savez, l'administration. Car oui, en ce moment, je suis en plein dans la procédure de visa. Enfin, en plein dedans, pas vraiment, parce que j'ai donné mon dossier il y a mi-février. J'enregistre ce podcast il y avait une semaine, enfin même pas, il y a quelques jours que j'ai donné mon dossier. On est lundi, je l'ai donné mercredi dernier, mais je sais pas quand est-ce qu'il va être publié, je pense dans 2 semaines ou un truc comme ça. Donc du coup, je le prépare un peu en avance. Donc c'est pour ça que quand vous allez l'écouter, ça fera peut-être que j'aurai même déjà le résultat. Bon, j'y crois pas trop, parce que ça fera à peine 2 semaines et demie, donc faut pas trop rêver. Mais
mon dossier a été donné déjà. Donc c'est pour ça que je dis que je suis en plein administratif, je suis plus en attente, même si j'ai encore mes impôts à faire, donc j'ai encore un truc à faire, mais au moins ce truc-là, je suis en attente. Et pour vous rafraîchir la mémoire, donc, je suis en visa travail au Japon depuis presque 3 ans. Mon visa se termine fin mai de cette année. Alors je pourrais le renouveler, mais je souhaite avoir un peu plus de liberté, comme je vous le disais, entre guillemets, et de sécurité, là aussi, entre guillemets, en switchant sur un visa mariage. Bah oui, le visa mariage, ça peut me permettre de rester au Japon, même si mon travail s'arrête. Car là, si mon client décide de ne plus travailler avec moi, je dis client parce que je suis comme un salarié finalement au Canada. C'est pas un client où j'ai plein de clients. C'est un travail à plein temps, sauf que je suis en freelance parce que je suis pas au Canada et que je suis pas employé. Donc c'est pas le meilleur des mondes. Normalement, quand vous êtes freelance, ça peut être bien la vie de freelance si vous avez plein de clients. Parce que du coup, c'est rentable, vous faites de l'argent. Quand vous avez le salaire d'un salarié en étant en freelance, c'est beaucoup moins rentable. Voilà, clairement, je peux vous l'assurer, c'est beaucoup moins rentable. Mais bon, c'est le choix que j'ai fait, puis ça me permet de vivre au Japon aussi, donc tant mieux. Voilà, je crache pas dessus. Mais le problème, c'est qu'effectivement, si un jour ils arrêtent de travailler avec moi, eh bien mon visa travail, c'est finito presto. Même si c'est mon entreprise japonaise qui me file mon visa, mon entreprise japonaise, si demain ma vraie entreprise, l'entreprise canadienne, ne paye plus, l'entreprise japonaise, elle va pas me chercher un nouveau boulot, elle s'en fout, c'est juste un prestataire. Donc le visa, fini. Voilà, elle doit rentrer à la maison direct. Là, au moins, avec le visa mariage, je pourrais avoir une chance de faire des petits boulots. Alors, une chance, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment mon rêve de faire des petits boulots, mais le temps de retrouver un autre poste normal, on va dire, ou au moins de faire guide au Japon, même si, je sais pas si ça marcherait, mais de faire guide, faire un truc, mais je pourrais faire un petit boulot dans un combini, aller travailler dans une usine, travailler dans un hôtel, je sais pas, faire des petits jobs. J'ai jamais fait de petits jobs de ma vie, moi j'ai toujours travaillé en mode internet depuis que j'ai 19 ans, voilà, je travaille depuis que j'ai 19 ans, j'ai pas fait de longues études, mais j'ai toujours travaillé dans un bureau en mode travail, etc. En mode travail bureau, on va dire classique de citadin, mais j'ai jamais fait de petits boulots, travailler, je sais pas, vendeur dans un magasin, ou faire un petit boulot que tu changes, tes serveurs pendant 6 mois, etc. Ça, j'avoue, j'ai jamais fait. Mais là, peut-être que si mon travail s'arrête, j'aurai pas le choix, j'ai pas beaucoup d'économies, donc je serai obligé de partir là-dessus. Mais au moins, un visa mariage me permet de faire ça, chose que me permet pas mon visa de travail, car le visa de travail ne te permet que de travailler que dans ton domaine. Donc, vu que je ne parle pas japonais, dans mon domaine, voilà, ça sera un peu compliqué de trouver du travail. Alors voilà, comme je disais, j'aurais pu le renouveler, etc. Mais du coup, je me suis dit, bon, visa mariage, c'est quand même un peu plus sécurité. C'est pas une grosse sécurité, mais c'est un peu plus sécure, on va dire. Et puis surtout, ça va me permettre aussi de ne plus passer par la boîte de portage japonaise et de mettre donc en full freelance au Japon. Et donc d'améliorer mes économies. Car vous le savez, si vous suivez le podcast, le portage me coûte cher quand même tous les mois. Je devrais, je pense, d'après mes calculs, gagner entre 400 et 500 euros de plus par mois, ce qui est quand même pas négligeable. Et en gros, avec ça, je pourrais, en tant que freelance, passer aussi a priori quelques frais, comme une partie de mon loyer, il y a des charges, voire des achats de matériel, par exemple si j'achète un nouvel ordinateur, mes charges pro, et donc réduire un peu le montant de mes taxes. Ça veut pas dire que yallah, je vais m'acheter un Mac et c'est gratuit pour 4000 balles. Attention, c'est pas ça que je raconte, mais c'est juste que en fait vous pouvez un peu déduire certaines dépenses de vos taxes. Donc du coup, plutôt de payer, je dis n'importe quoi, plutôt de payer 20 000 euros de taxes, vous allez payer que 16 000 euros et vous allez faire 4 000 euros d'économie. C'est quand même 4 000 euros d'économie, voilà. Alors, encore une fois, je dis ça, mais autant ça sera 200 balles, ça sera 50 balles, ça sera peut-être un Mars, j'en sais rien, ou un Kit Kat, voilà, dans le Japon. Mais voilà, ça vous fait quand même quelques petites économies, donc c'est pas négligeable. Mais bon, là, ça fera aussi l'administratif, il va falloir se pencher là-dessus, sur savoir qu'est-ce qu'on peut déclarer, comment on peut le déclarer. Il y a un formulaire bleu, je connais un petit peu ce formulaire, mais voilà, qu'est-ce que j'ai le droit de déclarer, qu'est-ce que j'ai pas le droit, combien, jusqu'à quel montant, tout ça il va falloir que je me penche dessus, ça va être encore pas mal de prise de tête et de recherche un peu à droite à gauche pour comprendre comment ça fonctionne, parce que des freelances au Japon, il n'y en a pas tant que ça, la plupart des gens qui sont au Japon sont soit des salariés, etc. ou autres, ou alors sont un peu en mode galère, donc ils sont pas trop dans le mode genre j'ai des charges et je gère mon truc, mais bon, je sais qu'il y en a, donc je vais essayer de me renseigner, je vais essayer de leur poser des questions, j'ai des amis qui sont freelance. Et puis il y en a d'autres que je connais qui sont pas spécialement des amis, mais je pense je vais essayer de les embêter, même s'ils n'ont pas que ça à faire, que comme je disais tout à l'heure, on n'est pas là non plus pour passer notre temps à aider les gens, à faire du contenu Japon, à aider les gens qui viennent d'arriver, parce que ça ne nous rapporte rien. Voilà. Et puis la personne qui vient m'aider, je pourrais comprendre qu'elle me dise oui, ok, je veux bien t'aider, mais tiens, c'est temps, quoi. Parce que c'est du temps, et puis c'est du temps qu'elle passe pas avec sa famille, qu'elle passe pas pour elle pour glander, etc. Donc parfois on a du temps, parfois on est sympa, on veut donner un petit coup de main, mais c'est vrai qu'on peut pas faire ça tout le temps sans arrêt. Mais bon, je vais essayer de me renseigner. Mais là, vu que je roule pas sur l'or, je vais pas pouvoir non plus payer à droite à gauche des aides fiscales, machin, etc. Clairement, ça va pas être pas tout de suite. On verra dans quelques années, mais pas pour l'instant. Mais bref, tout ça, c'est une étape encore importante dans mon installation dans la durée au Japon. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un peu de comment se passe la procédure pour changer de visa, pour ceux qui seraient déjà curieux, tout simplement, puis ceux qui sont un peu dans ce mood-là et qui aimeraient aussi
qui vont être soit qui vont être dans cette situation, soit qui sont dans cette situation-là, et ben ça pourra vous donner quelques petits tips de savoir comment ça se déroule. Car oui, la procédure classique, je pense, c'est plutôt de demander un visa mariage, en gros de conjoint, on appelle ça un spouse visa, quand on ne vit pas déjà au Japon. C'est-à-dire que vous voulez rejoindre votre femme, votre mari qui est japonais, vous êtes en France, vous voulez vivre au Japon avec, vous avez fait un PVT, vous avez fait je sais pas quoi, puis bon, du coup maintenant il faut venir avec un visa, vous n'avez pas de nouveau visa, vous êtes en France, et bref, pour venir, vous allez faire une demande de visa d'époux. Et là, du coup, c'est un peu plus compliqué, c'est pas la même procédure que moi, parce que moi je vis déjà au Japon. Parce que là, vous allez devoir demander un COE et donc donner des informations supplémentaires pour obtenir ce fameux COE. Ce COE, vous le faites quand par exemple, vous venez en visa étudiant, vous faites un visa de travail, que quand vous venez d'un autre pays puis que vous venez au Japon, il faut demander ce COE qui est un document spécial, vous allez faire certaines demandes, où on va vérifier, etc. Il faut aller à l'ambassade, compagnie, etc. Je ne vais pas détailler cette partie parce que je ne l'ai pas fait, voilà, tout simplement. Je l'ai fait il y a longtemps, je l'ai fait en tant qu'étudiant, je l'ai fait pour mon visa de travail, mais là, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait. Donc je me suis pas penché là-dessus, puis il y a déjà assez de trucs pour se pencher, pour s'en rajouter juste pour le fun. Voilà, je suis pas un fan de trucs administratifs, même pour vous le partager avec vous, je fais pas un dossier complet, je suis pas votre expert, il y a des gens qui font ça, c'est leur travail, moi je fais ça juste pour aider, pour être sympa, donc je ne vais pas non plus à 2000% dans les recherches. Bref, le COE, je vous laisse regarder si c'est votre cas et que vous voulez venir au Japon, sans habiter au Japon et que vous voulez faire un visa mariage ou autre. De toute façon, vous aurez la procédure, c'est un truc assez classique à faire. Moi, comme je vous le dis, j'ai déjà mon COE via mon visa de travail, qui est en cours, mon visa de travail est toujours en cours. Donc je rentre dans une autre catégorie de demande qui est une modification de visa. Donc c'est pas une demande de visa, c'est une modification de mon visa. Car oui, vous l'avez compris, je demande donc de passer d'un visa de travail à un visa mariage. Bon, au niveau de mon employeur au Japon, déjà, j'ai rien à faire avec eux. Je les ai juste prévenus de ma démarche, ils m'ont dit de leur donner ma nouvelle carte de résident, enfin une photocopie, quand je l'aurai, et puis c'est tout. Bien sûr, vous l'avez compris, plus tard, là pour l'instant on s'arrête là, on va pas plus loin, mais effectivement plus tard je vais devoir voir avec eux pour arrêter notre collaboration. Mais j'attends d'avoir mon visa, que tout soit propre, tout soit fait. Une fois que j'ai mon visa, que tout est propre, je leur dirai, bon bah voilà, maintenant on arrête de collaborer, il y aura peut-être 1 mois de préavis, 2 mois, j'en sais rien, je sais même pas combien il y a, et on passera à la suite. Et après je passerai en mode solo. Mais pour l'instant, c'est juste comme si vous aviez un employeur normal et puis que vous dites voilà, vous aviez fait mon visa avant, maintenant c'est plus vous, je vais être en visa mariage, je vous préviens juste. Voilà, c'est juste ça. Au niveau des démarches, c'est de la paperasse, bien sûr, mais en toute honnêteté, j'ai connu franchement pire. Attention, je pense que si vous demandez un visa et pas un changement de visa, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure où il y a un COE, il faudrait être plus strict dans les informations personnelles à envoyer sûrement. Moi j'ai un passif avec le Japon finalement, je paye des taxes, j'ai déjà eu des visas, j'en ai déjà eu 2, un visa étudiant puis un visa travail, ça fait 4 ans de visa quasiment que j'ai eu. Je suis pas un inconnu, entre guillemets. Même si Juichi Administration me dit pas « Oh mais mon Dieu, mais Nico, comment ça va? Ça fait tellement longtemps. » Non, il ne sait pas qui je suis, il s'en fout. Mais voilà, j'ai quand même un petit passif, j'ai un dossier ici. Voilà. Bref, niveau doc, il y a à remplir, il y en a 4. Il y a un formulaire qui sert à demander le changement de visa. Il y a une lettre de garantie de votre conjoint, car oui, il ou elle va se porter finalement garant pour vous. Il y a un questionnaire où on va vous demander plein d'infos personnelles et on va vous poser des questions. C'est le principe d'un questionnaire, oui. Et pour ceux qui sont en PLS sur les informations privées, je suis désolé les gars, il va falloir travailler sur vous parce que il va falloir, dans cette dernière partie, faire une lettre de motivation. Car oui, en plus de devoir raconter comment vous vous êtes rencontrés avec votre conjoint, avec des détails, des dates précises de votre relation, etc., il va falloir aussi expliquer comment elle a évolué, on va vous demander de joindre des photos qui sont prises pendant votre relation, puis beaucoup de photos, des screenshots de discussions, ça je pense c'est surtout ça qui va vous emmerder, pour prouver que vous êtes un vrai couple genre voilà, donc comment vous êtes organisé vos vacances, les photos avec la famille, les discussions pour aller chez tata, pas les discussions du genre je t'aime, moi aussi je t'aime mon chéri, love, panda, cœur, non ça ils s'en foutent, ce qu'ils veulent c'est qu'ils veulent voir que vous ayez vraiment un vrai passif, que vous êtes un vrai couple, et pas genre juste envoyer des messages, mais que genre qu'il y ait des trucs organisés, vous parliez que j'ai pas payé mes taxes, non, ça c'est pas très bien, mais genre tiens il faut payer ce truc là, tiens nos vacances, ça te dirait qu'on est avec Kanazawa, oui tiens j'ai réservé cet hôtel, c'est plein de conversations diverses et variées qu'il faut envoyer, alors il n'y a pas une guideline, donc à vous de vous débrouiller pour trouver les bons trucs, mais en gros vous comprenez le sujet, faut montrer que vous êtes un couple, que vous organisez des trucs, que c'est pas genre juste vous faites des courses tous les jours et que genre vous êtes coloc, qu'il y a une vie future qui vous attend et qu'il y a plein de projets qui sont là, que votre famille sont dans le projet, que vous avez rencontré la famille, que même la famille vous parle, vous envoie des messages. Bref, il faut faire du blabla et des screenshots, et j'en reviendrai après. Franchement, pour moi, ça a été la partie la plus chiante. Non pas que ma vie privée, ça soit un problème, je pense que vous en doutez. Je raconte ma vie sur des podcasts depuis 5 ans, toute ma vie sur Internet, donc on s'en fout. Ma vie privée, moi, j'ai pas du tout de problème avec ça.
c'est plus d'aller devoir rechercher les infos dans des conversations qui ont plus de 4 ans. Scroller dans Line, scroller dans WhatsApp, scroller dans Instagram, c'est pas le truc le plus rigolo honnêtement, mais on y reviendra après. Et donc on va revenir sur ces docs en détail un petit peu plus tard. Et en plus de ça, vous allez devoir fournir une photocopie de votre passeport, un classique on va dire, une photo d'identité, classique aussi, avoir avec vous aussi, lorsque vous allez déposer votre dossier, votre passeport, parce que la photocopie ça suffit pas, et votre carte de résident, oui ça aussi il faut l'avoir. Moi j'ai fourni un document pour prouver que je payais mes taxes au Japon et que j'étais à jour. Voilà, tous les documents dont je vais vous parler maintenant, les documents annexes vous pouvez les récupérer à la mairie de votre quartier ou votre ville. Comme ce document-là, le document des taxes. En plus de ce document de taxes, j'ai dû demander un document prouvant ma résidence dans mon appartement. Ça s'appelle un Juminyo, si je dis pas de bêtises. Donc ça, j'ai dû donner aussi le Juminyo qui prouve que j'habite dans mon appartement actuel. Ma femme, elle aussi, a dû demander des documents à la mairie. Elle a dû demander aussi le même Juminyo aussi pour prouver qu'elle habite au même endroit. Parce que forcément, si vous habitez pas au même endroit, ça peut passer, mais ils vont se poser des questions. Si vous êtes en France et qu'elle est au Japon, oui, ils vont se douter que vous habitez pas au même endroit. Voilà. Mais nous, vu que moi j'ai un visa japonais, que j'habite au Japon, si j'ai pas la preuve, on peut avoir deux Juminyo, c'est-à-dire qu'elle habite à Kyoto, moi j'habite à Tokyo, puis se dire on va habiter ensemble, etc. Je sais pas. Bien sûr, ça passe. Mais bon, il faut ces documents de toute façon, il faut le sien, il faut le mien. Et là, vu que nous on habite au même endroit, du coup, ils nous en ont fait qu'un document avec nos deux noms. Comme ça, voilà, c'est plus simple. Elle a dû prouver aussi qu'elle était à jour dans ses taxes, elle aussi. Donc elle a dû montrer qu'elle payait bien ses taxes, qu'elle n'avait pas de retard, qu'il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Parce que s'il y a un problème de ce côté-là, je peux te dire que le visa, c'est plus compliqué. Mais ça se passe. J'ai eu une conversation avec quelqu'un qui m'a dit qu'il avait réussi à avoir un visa mariage en vivant en France, avec son conjoint qui était en France, et donc ils allaient bouger au Japon tous les deux. Il était au chômage. Elle travaillait en France, mais elle n'avait pas de boulot au Japon. Et ils ont réussi à avoir un visa mariage. Je mets le petit blanc là qui s'attend. Là, j'avoue que j'étais un peu sur le cul parce que... de ce que j'ai compris, quand même, ce qui intéresse le japonais et l'immigration, c'est quand même que tu sois capable de payer tes revenus, payer tes taxes. Alors peut-être qu'il avait des bons diplômes, ou je sais pas, il y a peut-être un truc qui fait que, ou qu'il est dans une famille qui a de l'argent et que ses parents sont portés garants. Il y a peut-être un truc comme ça. Mais là, comme ça, de me dire, le mec il est au chômage, elle a pas de boulot, et il veut venir vivre au Japon pour avoir le visa, ça me paraît pas si simple. Elle m'a dit, oh, pas de problème. Donc a priori, c'est que ça se passe. Voilà, c'est que ça peut se faire. Mais peut-être qu'il y a des détails qu'elle m'a pas dit. Souvent, les gens vous disent, ah putain. Moi j'ai pas d'économie, j'ai rien, je gagne pas d'argent, puis après tu te dis mais par contre j'ai un PEL où il y a 200 000 euros. Ah oui, d'accord, ok, t'économises pas tous les mois, mais t'as 200 000 euros de côté, donc c'est bien, tu vois. Mais dans la première histoire, on t'a expliqué que genre, putain, c'est chaud, toi tu dépenses beaucoup d'argent, moi j'économise rien du tout. Ouais, t'as 200 000 de côté, donc pas la même, on va remettre la balance, quoi. Donc là, c'est peut-être pareil, peut-être qu'elle était au chômage, que lui aussi, mais que, genre, il avait un bac plus 12 dans la NASA, et que voilà, les mecs ils se sont dit, t'inquiète, quand il va revenir au Japon, il va trouver du boulot. Ou peut-être que sa famille est pétée de thunes, ou qu'ils sont portés garants, que ses parents sont portés garants. Je sais même pas si on peut, mais peut-être que c'est possible, que ce soit finalement le père qui se porte garant, parce que le père il est PDG de je sais pas quoi. Il y a sûrement plein de trucs différents possibles. Bref, je n'en sais rien. Mais voilà. En tout cas, c'est possible aussi de devenir un peu en mode galérien, a priori. Même si, encore une fois, je le dis toujours, ne voyez pas le monde béni oui-oui. Ne venez pas au Japon en vous disant « Ah, je vais venir au Japon, c'est facile ». Non, ça va pas être facile. Voilà. Il y a des gens qui ont le cul bordé de nouilles pour qui c'est facile. Pour les trois quarts des autres, c'est compliqué. Il y a plein de gens qui peuvent pas venir au Japon parce que ils cochent pas les cases et que c'est pas simple. Voilà, c'est pas simple. Et même moi, par exemple, qui est quand même une situation qui est quand même pas dégueulasse, je fais ma petite pleureuse en disant la vie est pas facile, le futur, je sais pas comment je vais faire, si je perds mon boulot, je suis dans la merde, blablabla. Je fais ma petite pleureuse. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même un salaire qui est correct, j'ai quand même un travail, tout va bien, j'habite dans un 45 mètres carrés à 2, dans le centre de Kyoto, il est bien décoré, voilà, j'ai pas une vie non plus, je suis pas un miséreux, quoi. Donc, mais c'est quand même galère pour moi, voilà, même avec ce truc-là, donc cette galère, on met entre guillemets, pour l'instant je suis pas en grosse galère, mais des galères sont possibles, des galères sont effectivement possibles, voilà, c'est pas forcément super simple. Même pour venir au Japon, là, sans parler le japonais, j'ai trouvé le portage, mais ça s'est joué à pas grand-chose, ça s'est joué à vraiment pas grand-chose, vu que combien me coûte le portage. J'ai fait mes calculs et ça s'est joué à pas grand chose. Et voilà, je roule pas sur l'or. Donc c'est pour ça que je veux vraiment vous mettre entre guillemets. Je veux pas non plus que vous abandonniez, vous dire c'est trop difficile, vous y arriverez jamais. C'est pas vrai. Voilà, on peut trouver des solutions, on peut se battre, etc. Mais faut pas à l'inverse non plus idéaliser le truc en disant c'est facile, je viens dans les poches et c'est easy, parce que vous risquez de vous prendre peut-être un coup dans la gueule que vous n'êtes pas prêt de bien gérer. Donc il faut le savoir, voilà, tout simplement. Mais bref, revenons à tout ça. Donc ses papiers. Donc elle a dû demander effectivement son Juminyo, elle a dû demander son papier pour être à jour dans ses taxes. Elle a dû imprimer aussi un certificat de travail. Ça, elle l'a eu via son travail. Il y a une application qu'elle avait à son travail. Elle n'a pas eu besoin de demander ça à la mairie. Bon, après c'est logique, parce que c'est pas un truc, c'est un truc qui est lié à ton travail, quoi.
Et elle devait donner aussi un certificat, donc notre certificat de mariage, qu'on récupère aussi à la mairie, qui s'appelle le Koseki Tohon. Bref, il faut prouver que vous êtes mariés, que vous habitez ensemble. Après, c'est pas obligatoire, je pense, ensemble, mais bon, ça aide. Et que niveau thune, ça gère. Je pense que c'est surtout ça qui est important. Car oui, au final, ce qui les intéresse, c'est surtout ça, même si je vous ai donné l'exemple inverse. Mais je pense que l'amour, le vrai, les petits oiseaux, le romantisme, c'est sympa. Mais le Japon, il veut surtout savoir si vous allez pouvoir ne pas être un boulet pour la société. Et si vous allez pouvoir rapporter des taxes, c'est encore mieux. Voilà. Bref, c'est pour ça que je parle de la lettre de garantie de ma femme. Elle a dû donc remplir 4-5 champs, c'est pas très compliqué dans un document, pour se porter garant de ma présence au Japon. Elle se porte finalement garant juridiquement. En gros, si je fais de la merde, si je fais des conneries, si je viole des chèvres, eh ben ça sera de sa faute. Voilà. Bon, ça sera de la mienne aussi, mais je dirais elle prendra cher aussi. Puis les chèvres aussi, désolé pour les chèvres. Puis elle doit être capable aussi de subvenir à mes besoins, techniquement. Ça, c'est le principe. Voilà, c'est le principe. Bon, vous vous doutez que dans le pays où il y a encore plein de femmes au foyer, c'est pas non plus une obligation de pouvoir subvenir dans les besoins. Mais légalement, c'est ce qu'il y a écrit. Mais dans ce cas-là, il va falloir prouver que vous pouvez gérer. C'est pour ça que j'ai fourni mon papier de taxes, mon propre papier pour dire que je payais mes taxes. J'étais pas obligé a priori, mais je préfère montrer que financièrement, je suis stable et que je peux assurer notre avenir à tous les deux, etc. Pour espérer mon visa. Vaut mieux donner toutes ses chances, voilà. Vaut mieux mettre toutes les chances de son côté. Car vous le savez, je suis rarement organisé dans mes podcasts, je passe souvent du coq à l'âne, et donc du coup je vais faire une pause pour dire aussi que j'ai dû prendre... Pardon, je m'étouffe un petit peu, de ce que j'ai pu entendre de moi, autour de moi, par rapport au visa classique. Voilà. Que classiquement, le visa mariage, c'est d'avoir 1 an de visa. Lors de sa première demande, souvent, les gens qui débarquent au Japon et qui viennent via visa mariage, ils ont souvent 1 an de visa. C'est ce que j'ai entendu. Après, c'est pas mathématique. Vous savez, le visa, c'est un peu la roulette russe. Ça dépend du mec qui va faire votre visa, ça dépend de plein de trucs, de plein de paramètres. Peut-être aussi du moment, parce que le lundi, il aime pas le lundi, puis c'était le lundi, il était de mauvaise humeur. Ça va dépendre de combien vous gagnez, mais comme je vous le dis, parfois, ça dépend pas de combien vous gagnez. Donc, c'est pas scientifique. C'est vraiment pas scientifique. Mais en tout cas, ce que j'ai souvent entendu, mais là aussi ça peut arriver autre chose, c'est que tu as 1 an de visa, on donne un visa d'1 an lors de ta première demande. Et qu'ensuite, suivant tes revenus, suivant ta situation, souvent tu vas encore avoir 1 an, tu vas renouveler, tu vas avoir 1 an, puis au bout de 3 ans de mariage, souvent tu vas avoir plus d'1 an et tu vas avoir 3 ans, ou 2 ans, voire 5 ans, ça peut arriver, mais souvent voilà, c'est les 3 premières années tu as 1 an, et puis après tu as 3 ans. Donc il te donne aussi toujours une petite épée de Damoclès, puis ça te fait des trucs administratifs à faire chaque année, c'est fatigant et c'est chiant et stressant. Moi j'avoue, j'espère, je suis un doux rêveur, avoir plus qu'1 an. Vu que j'arrive à la fin d'un visa de 3 ans de travail, que je garde mon travail, pour le Japon, j'aurais pas dit que je perdais mon travail. Bref, on verra. Mais j'espère avoir au moins 3 ans, voire le fameux Saint Graal, les 5 ans, vous pouvez pas avoir plus de 5 ans, donc avoir les 5 ans de visa. Ça me permettrait d'être plus tranquille et pas se retaper un passage administratif dans quelques mois, quoi. Parce que finalement, si je dois renouveler dans 1 an, c'est pas vraiment dans 1 an parce qu'il faut le faire en avance. Donc ça veut dire qu'au mois de décembre, il faut que je me le retape. Donc j'aurais fait moins d'1 an tranquille avant de refaire les trucs administratifs pour redemander un visa. On croise les doigts, on verra bien la réponse dans quelques semaines, mois. Et justement, en parlant de passage administratif, je vais revenir sur les documents en détail par la suite, mais on va sauter ces étapes-là. On va aller une fois que mon dossier était fini, et je suis donc allé au bureau de l'immigration à Kyoto. Alors on a un bureau qui par chance n'est pas trop blindaque, je trouve, comparé à ce que je peux lire parfois sur les gens qui sont sur Tokyo ou des trucs comme ça. À titre d'exemple, je suis allé là-bas vers 13h20, 20 minutes après l'ouverture des guichets, l'après-midi, parce qu'en gros ils font une pause entre midi et 2. Enfin, entre midi et 1 plutôt. La dernière fois, j'étais allé pour mon changement de prénom, pour refaire ma carte, parce que du coup, il fallait que j'enlève mon deuxième prénom. Et il y avait eu du monde. J'étais arrivé à 13h. Moi, le matin, je peux pas y aller forcément, parce que je dors, vu que j'ai travaillé la veille, je suis couché à 5h du matin, et puis qu'il doit ouvrir à 8h ou quelque chose comme ça. Donc moi, j'y vais à 13h. Puis là, il y avait vraiment de la queue, il y avait du monde. Mais ça n'avait pas duré trop longtemps. La queue était longue, mais ça n'avait pas été très très long. Et vraiment à l'ouverture. Là, je suis arrivé 20 minutes après l'ouverture, alors que là, j'étais arrivé pile poil à 13h. Et là, du coup, au guichet, il n'y avait personne. Donc c'est le guichet d'information, le passage obligatoire pour continuer son chemin. Et au final, au total, je suis resté seulement 40 minutes sur place. Donc c'était franchement assez rapide pour check mon dossier et qu'il me donne un récépissé comme quoi mon dossier est en cours de traitement. Mais bref, juste pour vous dire que c'était quand même assez rapide et que 40 minutes finalement c'est pas si long que ça à passer à l'administration et que le comptoir d'information qui est le premier comptoir où on va, là il n'y avait personne, donc je suis passé direct. Et après les 40 minutes, ça a été plus de l'attente que mon dossier soit traité. Mais on y reviendra après. Mais bref, on va revenir à la procédure, je vous ai dit, c'est un peu pêle-mêle, c'est le podcast, il est toujours comme ça. Premier truc à faire, donc c'est aller à la mairie pour récupérer tous les documents en one shot. Ça nous a pris une bonne heure, voire un peu plus je pense, vu qu'il y avait beaucoup de docs, ça prend un peu de temps quand même à faire.
En gros, on a dû remplir 3-4 formulaires, les donner et attendre qu'ils nous fournissent les papiers et payer. Bah oui, c'est pas gratuit, hein. Je sais plus combien, mais j'ai payé peut-être l'équivalent d'une dizaine d'euros, un truc comme ça, dans le genre, pour avoir tous les documents. Bien sûr, comme d'hab, c'est un classique, hein, mais les documents doivent dater de moins de 3 à 6 mois. Je sais plus exactement suivant les documents, mais bref, vous pouvez pas faire ça hyper en amont et prendre votre temps ensuite pour aller à l'immigration. Faut faire tout ça dans une période, de toute façon, souvent quand vous faites ça, vous n'êtes pas en mode genre, ah bah ouais, j'ai le temps, je m'en fous. Souvent, vous faites ça un peu dans le rush. Mais voilà, vous pouvez pas avoir un document, par exemple, si vous aviez déjà demandé vos documents pour le mariage et qu'il a plus de 6 mois, bah, vous pouvez pas le redonner. Il va falloir le redemander à la mairie pour qu'il date de moins de 3 mois ou 6 mois. Je sais plus si c'est 3 mois ou 6 mois, mais bon, je pense que c'est rare quand même que vous. Bah, de toute façon, souvent, il faut, comme la photo d'identité, vous pouvez pas donner une photo d'identité qui a moins de 3 mois, etc. Même si, bon, techniquement, je pense que personne. Je crois pas qu'il y ait la date. Je sais, il y a peut-être les dates sur les photos d'identité, je suis en train de me poser la question. Peut-être qu'il y a des dates qui sont imprimées. Mais si la date n'est pas imprimée, ils peuvent pas savoir en 3 mois, votre visage n'a pas totalement changé. Sauf si vous vous êtes fait rouler par un bus. Voilà. Et ça, j'espère pas pour vous. Mais bref, donc voilà, vous allez à la mairie, etc. Vous faites vos documents. Bon, logiquement, vous avez un conjoint japonais, hein, donc cette partie va assez vite. J'avoue, à la mairie, j'ai laissé le lead à Natsu pour remplir les formulaires. Je lui ai juste listé les formulaires dont on avait besoin et elle s'est chargée sur place de tout noter, de tout remplir. Parce que si ça avait été moi, le temps que je traduise, que je comprenne où il faut, d'écrire en kanji, vous savez, écrire les kanji, ça prend toujours du temps. Bref, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps que ça, alors que là, du coup, j'avoue, j'avais un peu les mains dans les poches pour ce truc-là. Mais par contre, pour tout le reste, et pour la suite, je m'en suis chargé quasi tout seul, hein. C'est-à-dire remplir tous les docs à la maison, hein, j'entends. Déjà, vous pouvez trouver ces PDF sur le site du ministère, ils sont téléchargeables en PDF, hein, donc c'est simple, vous pouvez en plus les éditer. Et en plus, ils sont à remplir en anglais. Donc ça, j'étais assez surpris, hein. Bon, il doit y avoir une version Jap, je suppose, hein. Mais on peut tout faire en anglais, il y a des documents totalement en anglais, et vous pouvez donner les documents en anglais, ça ne pose aucun souci. Moi, j'ai rempli tous mes docs en anglais, mes lettres de motivation, j'ai tout fait en anglais, ce qui fait gagner du temps, sauf si vous êtes fluent bilingue japonais, mais moi, c'est pas mon cas, donc plutôt de devoir faire des trucs, de dire à Natsu, tiens, tu peux vérifier, j'ai pas fait de faute, etc., parce que c'est des papiers administratifs, donc il vaut mieux que ça soit clean. Là, j'ai pu tout faire en anglais, donc c'est chouette. Mais allez, déroulons par le plus chiant. Enfin, voilà, on va commencer le plus chiant en finale, c'est la motivation. Enfin, non pas que je suis pas motivé de vivre au Japon, mais on va écrire la lettre de motivation, même pour un CV, c'est toujours un petit peu chiant. Coucou Juichi dans le parking qui me voit parler, parce que j'ai un parking qui est juste en face de chez moi, et donc il me voit à la fenêtre, il m'a regardé, il a fait qu'est-ce qu'il a ce gars à parler tout seul devant un micro. Et j'ai parce que j'enregistre un podcast, petit Juichi curieux, taquin, coquin, câlin, petit ours brun. Bref. Donc on revient sur la motivation, j'ai dû écrire une lettre d'une page à peu près pour expliquer notre rencontre et notre vie à deux. Bon, on se fait pas une story TikTok, hein, les gars, hein, faut rester factuel, pas besoin de mettre du romantisme dans votre histoire, ils s'en foutent, ils veulent surtout des dates, des faits, des points clés, voilà. Savoir que c'est la femme de ma vie, j'ai jamais été aussi waouh quand ça a été un coup de foudre, ils en ont rien à branler. Ce qu'ils veulent, c'est des trucs factuels, telle date, tel truc, vous avez rencontré la famille telle date, vous avez fait tel truc, vous êtes parti en vacances telle date, juste pour montrer qu'il y a une vie de couple normale. Alors du genre, j'ai raconté pourquoi je vivais au Japon quand même, que j'ai quand même expliqué au départ que je suis venu au Japon, telle date, que j'ai fait ça, je suis venu en visa machin, j'ai fait tel truc, que je voulais vivre au Japon, mais de façon très sobre, quoi. J'ai expliqué mon parcours avant de la rencontrer, puis comment on s'était rencontrés, j'ai listé les points principaux, du genre telle date, telle rencontre, que j'avais fait beaucoup d'allers-retours pendant 6 mois à Wakayama, que j'avais rencontré sa famille à partir de telle date pour la première fois, qu'on s'était installé chez moi à partir de telle date, que son père était venu la déménager à partir de telle date, qu'on avait des projets de maison, de commerce au Japon, etc. Bref, faut montrer qu'on n'est pas là pour se marrer et qu'il y a une vraie relation, que c'est pas un mariage qui s'est fait en 2 semaines pour les papiers, quoi. Bah oui, parce que c'est ça qu'ils cherchent, hein, tout simplement. Ils veulent pas qu'un petit Népalais il débarque, qu'il soit là pour les papiers, puis qu'après il zoupe dans la nature et puis il paye pas de taxes salaud, il envoie des. Voilà, c'est migration, quoi. Vous connaissez les trucs. Bref, encore une fois, c'est très factuel. C'est pas un roman photo. Voilà. Bah un petit peu parce qu'il faut quand même mettre des photos. Donc il y a une petite partie roman photo. Et donc ensuite, deuxième partie, là justement c'est plus roman photo, avec des conversations line Instagram, donc j'ai dû retourner dans les vieilles conversations, faire des screenshots de conversations diverses, là aussi du genre proposition de se voir en vrai, dire ah, attends, tu veux pas que je vienne à Wakayama, telle date, oh si, j'aimerais bien, ouais, voilà, ce genre de truc, message pour savoir où on s'est retrouvé, genre 5 minutes sur place en disant bah je suis là, je suis devant le Trulis Coffee, t'es où, voilà, ça fait voir vraiment du live, ça fait vraiment réel quoi. Message de son père qui me souhaite un bon anniversaire, par exemple. Moi, je lui dis bravo pour tes chiens qui ont gagné une compétition sur Line. Voilà, c'est un truc con, mais je me suis dit que c'était pas mal, ça. Message de ma femme qui me dit que son père a été très touché par notre rencontre. Le message, on planifie de vivre ensemble. Des messages pour me dire qu'elle arrive avec son père dans 10 minutes, avec les cartons, est-ce que je suis vraiment à la maison, etc. Parce qu'elle est là dans 10 minutes. Bref, vous comprenez un peu l'idée, quoi. Vous voyez le délire.
Le dossier, au final, il a dû faire une trentaine de pages que j'ai imprimé au Combini, où je suis resté 40 minutes au Combini à imprimer tous les documents. Joie bonheur. Heureusement, il n'y avait personne derrière moi parce que le pauvre, je pense qu'il m'aurait trucidé. Donc à ça, on doit rajouter des photos, comme je vous l'ai dit. Donc là, on est un peu en mode roman photo. Moi, j'ai imprimé des photos et vous mettez la date. Et en gros, date, lieu, et puis qu'est-ce qui se passe. Donc par exemple, premier date à Wakayama, juillet, machin. Rencontre avec la famille, novembre 2026. Tu vois, genre avec la photo, tu prends la photo avec le père et les frères et sœurs, et genre on sourit, etc. Premières vacances ensemble à Kanazawa. Enfin, vous voyez le genre, et puis tu mets des photos qui ont l'air à peu près crédibles. Faut qu'on voit ta tête, forcément. Faut pas que ce soit des photos. Je vais pas mettre des photos de street photo. Hein, parce que les mecs, ils en ont rien à foutre. Faut prouver la vie de couple. Voilà, tout simplement. Il faut juste prouver la vie de couple. Pareil, vous pouvez mettre des trucs où vous enlacez, où vous faites des bisous, mais je pense que c'est pas ça qu'ils cherchent. Eux, ils veulent juste voir si vous êtes vraiment en couple, si vous avez une vie, si vous partagez des choses en commun, etc. Bref, une trentaine de pages, j'ai imprimé mon dossier, c'était long, mais c'était bon. Non, c'était pas bon, c'était long, c'était chiant. Bien sûr, sur les papiers, hein, il faut montrer que vous êtes en couple, encore une fois, hein, qu'on vous reconnaisse bien aussi. Hein. Comme je vous dis, idéalement, je pense que mettre des photos avec la famille, c'est pas mal aussi, hein. Vous voyez le tableau, ça fait voir que vous êtes intégré, que vous êtes un couple sérieux, puis que la famille vous aime, vous kiffe, que vous êtes une happy family, quoi. Alors, j'ai dit que c'était le plus relou, mais en fait, ce qui était relou, c'était surtout de devoir scroller, vous l'avez compris, hein, dans les historiques Line ou Instagram, pour revenir au début des conversations d'il y a 3 ans. Et c'est long, c'est très long. Surtout quand tu discutes avec ta copine et puis que les 3 quarts de tes conversations, c'est emoji, panda, 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 love, 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 panda, 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 gif, 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 animé, gif, animé, gif, animé, panda, panda, je t'aime, love, 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 je t'aime, je t'aime. T'as acheté du saucisson? Non, panda, panda, panda. Ouais. Du coup, c'est long. Ah, c'est long de scroller. Puis vous savez, les applis, si t'as scrollé un peu de diagonale, hop, tu sors de l'appli, hop, faut tout recommencer. Ouais, c'était chiant. Ah, c'était chiant, c'était pas non plus l'horreur, hein, j'ai fait des trucs beaucoup plus chiants que ça, mais je m'en serais passé. Honnêtement, c'est le truc que je me serais le plus passé. Mais en même temps, il y avait un côté un peu marrant de revoir des vieilles conversations ou des vieilles engueulades à distance, etc. On en passe. Bref, il y a quand même ce côté un peu rigolo de retomber sur des vieilles photos aussi qu'on s'était partagées. Ensuite, on passe au remplissage de PDF. La lettre de garantie, je vous l'ai dit, c'est en gros le nom de votre conjoint, son emploi, son adresse postale, son téléphone. Elle doit signer et dire, voilà, pour dire qu'en gros, vous êtes dépendant d'elle. Voilà, que votre âme lui appartient, que vous êtes son esclave pour toujours. Voilà, c'est un petit peu le but de ce document, mais il n'y a pas beaucoup de champs à remplir. Moi, je les ai remplis pour Natsu, elle a juste signé. Voilà, comme ça, elle a fait le moins possible. Ah, j'ai oublié aussi, hein, il n'est pas obligatoire, mais plutôt souhaitable que votre conjoint fasse aussi une lettre de motivation comme celle que je vous ai parlé tout à l'heure. Pas en rajoutant les photos, mais en faisant moins faire une lettre de la même façon pour dire je l'ai rencontré à tel endroit, on s'aime, on machin, on a des projets, je le suis garant de lui au Japon, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de respectable pour la société japonaise, elle va faire évoluer le Japon vers les plus hauts sommets et on va gagner la Coupe du Monde 2072 grâce à lui. Bref, voilà, vous voyez le genre de lettre de motivation. Alors j'avoue, on l'a pas fait, de notre côté, parce que je pense que j'ai déjà fait un dossier assez complet et que je vis déjà au Japon, que je paye mes taxes, etc. Puis honnêtement, Natsu, c'est pas trop son genre de truc, voilà, elle est pas très administrative, donc je pense que j'aurais un peu galéré, j'aurais invité aussi des engueulades, dire allez, faut que tu le fasses, faut que tu te dépêches, voilà. Mais bref, je me suis acheté un peu la paix de l'esprit, je dois l'avouer. Et je pense que c'était pas obligatoire pour moi, mais si vous venez de France, que vous n'avez pas déjà de visa, même si vous n'êtes pas ça, je conseillerais de le faire. Ouais, c'est quand même un atout supplémentaire. Et encore une fois, on n'est pas là pour la rigolade. Hein. Vous voulez vivre au Japon, c'est un gros projet. Vous faites pas ça en disant oh, si je l'ai pas, c'est pas grave. Bon, je pense qu'il y a quand même des enjeux dans votre couple, etc. Donc je conseillerais quand même de le faire. Moi, je me suis dit que j'avais peut-être pas besoin, que j'avais déjà un dossier qui était quand même bien solide et qu'il n'y avait pas besoin de ça en plus. Donc voilà. Mais on sait pas sur qui on tombe. Voilà, il n'y a pas de règles et les gens vous conseillent quand même de le faire. Ensuite vient les 2 gros docs. Donc il y en a un de 4 pages pour la demande de changement de visa et l'autre de 8 pages, c'est le questionnaire. Alors je vais pas tout vous détailler, hein, sinon on va pas s'en sortir et honnêtement il n'y a rien de compliqué ou de piégeant dans ces documents. On va vous demander en vrac des infos perso de votre conjoint, les noms de vos témoins de mariage, les infos perso de vos témoins de mariage aussi, leur numéro de téléphone, des trucs comme ça, la liste de vos frères et sœurs, père, mère, chien, Toby, les enfants si vous en avez, bon les chiens non, mais Toby, l'enfant, si vous avez appelé votre enfant Toby, vous n'êtes pas sympa au passage, même pour votre chien c'est pas cool, mais bref, voilà, des informations personnelles de type familial. Combien vous gagnez, quel visa vous aviez avant, combien de fois vous êtes venu au Japon, pourquoi, dans quel contexte, avec quel visa, les dates exactes, truc administratif, quoi. Vous vous doutez qu'on va vous poser toutes ces questions. On vous demande donc de faire la fameuse lettre de motivation et d'expliquer plus la rencontre. Alors je vous rassure, il y a pas mal de passages dans toutes ces pages qui finalement ne sont pas à remplir car ne vont pas vous concerner. Il y a des cas spécifiques par exemple, du genre si votre conjoint n'est pas japonais mais vit au Japon.
ou alors si vous avez des enfants, moi ce qui n'est pas mon cas par exemple, donc j'ai dû passer plein d'étapes parce que j'avais pas besoin de remplir d'informations sur des enfants que j'ai pas. Je pourrais me les inventer, mais je pense que ça jouerait pas dans mon dossier de façon positive. Bref, voilà, il y a des choses comme ça il y a plein de ces 8 pages, là, de ces 8 pages plus 4, ça veut dire 12, très fort en maths. Donc sur ces 12 pages, il y a plein de pages finalement que vous n'avez pas besoin de remplir. C'est pas 12 pages à total que vous devez remplir. On va vous demander aussi, voilà. Ah oui, il y a aussi une question. On m'a demandé, dans la partie qui fait quasiment une demi-page, voire un peu plus, il y a toute une question si vous êtes passé par une agence matrimoniale, si vous êtes passé par un intermédiaire. On vous demandera plein d'infos annexes dans ce cas-là, parce que forcément, si vous êtes passé par une agence matrimoniale, il y a un peu le gros red flag. Je sais même pas qui dit je suis passé par une agence matrimoniale pour rencontrer mon conjoint. Parce qu'honnêtement, pour moi, c'est vraiment gros red flag, quoi. J'ai envie de te dire, ça fait un peu genre, ah bah je suis venu parce que je voulais un visa, donc je suis passé par, j'ai payé, quoi. J'ai payé pour avoir ma femme, pour avoir mon époux. Donc je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, mais je pense que si t'es passé par une agence matrimoniale, il vaut mieux rien dire. Et dire, non, non, on s'est rencontrés, tout va bien, c'est normal. Tout est ok quand j'étais en vacances. Après, c'est vrai que si vous êtes jamais venu au Japon, c'est un peu compliqué de dire oui, je vais me marier avec ma conjointe et je l'ai jamais rencontrée. Ça peut arriver aussi, hein, mais on se parle juste depuis 6 ans sur Line et on est fou amoureux. Et j'ai jamais fait l'effort de venir au Japon. Je pense que ça doit être quand même compliqué niveau visa, mais peut-être ça se fait. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Puis c'est pas mon cas. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a toute une partie là-dessus qu'on peut sauter et ça fait plaisir parce que moins il y a à remplir, plus on est content. Hein. On va pas se le cacher. On va vous demander aussi la date de votre mariage, par quelle mairie, puis la date de l'officialisation, je vais pas arriver à sortir ce nom, officialisation, voilà, dans l'autre pays, donc pour moi la France, quoi. Donc moi c'était par exemple, c'est l'ambassade qui a retranscrit et validé mon mariage en France à une date différente, mais il faut dire que c'est l'ambassade de France qui a validé mon mariage à telle date, voilà. Il y a aussi combien vous dépensez en moyenne chaque mois, combien vous gagnez sur l'année, ça c'était parce que moi j'avais un changement de visa. Je pense que ces questions sont peut-être là aussi quand vous demandez un visa normal, je sais pas. Là, c'était pas pour ma conjointe, c'était vraiment pour moi. À ma conjointe, ils lui ont pas demandé combien elle gagnait, etc. Par contre, ils lui ont demandé les infos de son employeur et s'il a payé les taxes. Donc voilà, je pense que ils regardent pas forcément combien vous gagnez, je pense, mais c'est plus combien vous payez de taxes. Enfin, je pense que suivant combien vous payez de taxes, ils savent combien vous gagnez déjà. Puis ils savent, voilà, ils savent si vous êtes à jour, si vous êtes réglo, quoi. En gros, je pense que c'est ça, quoi. On va aussi vous demander quelle langue vous parlez dans votre couple, quoi, dans quelle langue vous communiquez, quel est votre niveau en japonais, quel est son niveau dans votre langue maternelle, comment ça se passe quand il y a des incompréhensions, comment vous faites quand vous n'arrivez pas à vous comprendre, etc. Il faut vous expliquer une petite ligne. Alors vous dites, j'utilise une application Google Translate. Voilà, des trucs bateaux, hein, mais voilà. Mais franchement, ça va assez vite. Pour dire, sur le document de 4 pages, j'en ai rempli que 2, je crois. Truc marrant, on va vous demander aussi combien de temps vous voulez de visa. Bon, j'avais envie de dire à vie, je peux, non? Un permanent? Je peux prendre un permanent? Bon, non, en fait, on vous demande, au début, j'avoue que j'étais là en train de me dire, combien de temps? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Beaucoup. Mais en fait, je me suis rappelé qu'effectivement, c'est juste qu'on te demande si tu veux, comme pour les employeurs, quand ils vous font la demande de visa, ils doivent mettre 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Le max, c'est 5 ans. Et donc, il faut mieux pas la jouer petit bras dans ces cas-là. Hein. Il faut demander 5 ans. Parce que, en gros, si vous demandez 1 an, vous aurez jamais 5 ans. Si vous demandez 5 ans, vous aurez peut-être 1 an. Voilà, vous aurez peut-être 3. Mais si vous demandez, par exemple, 3 ans, on vous donnera jamais les 5 ans. Donc, il vaut mieux demander le max, sauf s'il y a un truc vraiment spécifique et que vous venez que pour une année. Ça sert à rien de demander 5 ans si vous savez que vous restez que pour une année ou que vous venez pour une mission spécifique, etc. Moi, c'est un visa mariage. J'ai dit, je vais demander 5 ans. Encore une fois, moi, 3 ans, je serais content. Si j'ai les 5, voilà, c'est bien, c'est cool, j'aurai le bingo. Mais voilà, ça me ferait un peu chier d'avoir qu'un an, voire 2 ans. Mais bon, après, ça me fait un peu chier. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas me rouler par terre en disant c'est un scandale, monsieur. Vous savez qui je suis? On l'avait dit tout à l'heure, vous me connaissez. Je suis Nico, je suis Nini. Je suis venu déjà plein de fois. Qu'est-ce que tu me fais chier? Allez, donne 3 ans, Juichi. Bon, non, on pourra rien faire. Hein. J'aurai le droit à ce qu'il me donnera. Voilà. Mais bon, j'ai demandé 5 ans. Hein. Voilà. Encore une fois, je vous le conseille, il ne faut pas faire le petit bras. Parce que de toute façon, on vous donnera pas plus. C'est-à-dire qu'on vous donnera moins. Ça, oui, peut-être. On voudra peut-être ce que vous avez demandé. Mais on vous demandera jamais plus que ce que vous avez demandé. Si vous avez demandé 3 ans, on va pas vous dire ah non, allez, mais mec, toi tu vaux 5. Allez, je t'aime bien, j'aime bien ta gueule, je vais te filer 5 ans. T'as demandé 3 ans, mais t'es sympa. T'es humble. Bon, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Faut demander le max. Et puis vous verrez bien ce que vous aurez. Ça ne garantit rien du tout. Hein. C'est pas parce que vous avez demandé 5 ans que vous aurez 5 ans. Autant j'aurai 1 an, ou même autant j'aurai refusé. Voilà, on ne sait pas. Bref. Donc, j'ai tout rempli. J'ai demandé quelques infos à Natsu que j'avais pas, là, concernant l'adresse des membres de sa famille, parce qu'effectivement, je connais pas l'adresse par cœur de où ils habitent. Leur âge exact, pareil, je savais pas quel âge, et j'ai découvert que son père avait le même âge que ma sœur. Voilà. Et là, ça met un petit coup quand même dans la vieillesse. Tu te dis, en fait, son père pourrait être marié à ma sœur. Voilà. Ça veut dire que je pourrais sortir avec les enfants de ma sœur. Non, c'est sale tout ça. On a 10 ans de différence, hein, pour ceux qui ne savent pas, on a 10 ans de différence avec Natsu, ce qui est... Pour certains, ça va peut-être vous choquer en France de dire « Oui, 10 ans, mon Dieu !» Et c'est vrai que quand on réfléchit, tu dis à 20 ans, ça veut dire que je serais sorti avec une gamine de 10 ans.
Bon, dit comme ça, c'est sûr que t'es là, t'es te dire, c'est dégueulasse, non. Mais effectivement, ou qu'à 18 ans, je serais sorti avec une fille de 8 ans. Alors, je peux te dire que, bon, c'est pas très vendeur. Mais bon, quand on est plus âgé, déjà, la différence d'âge, hein, ça se voit moins. Hein, c'est moins important, on va dire. Parce que quand vous sortez, que vous avez 50 ans, et que vous sortez avec quelqu'un de 40 ans, personne va vous dire « Ah, mais c'est immonde !» Ah non, parce que bon, t'as 50, t'as 40 ans, t'es adulte, tout va bien. Effectivement, quand tu dis j'ai 20 ans, je sors avec quelqu'un de 10 ans, oui, tu peux dire c'est immonde. Là, y a pas de problème. Mais surtout au Japon, ça se fait beaucoup, hein, les différences d'âge, dans les deux sens, hein, c'est pas genre les hommes, machin et tout, non, dans les deux sens. La différence d'âge ici, ils s'en foutent. Vous pouvez avoir 20 ans de différence d'âge, ça choquera pas grand monde. Les gens s'en battent les couilles, comme on dit, d'un peu vulgairement. Mais bref, donc voilà, on a rentré l'âge, etc., des parents et compagnie, c'est là quand j'ai fait cette découverte. Je savais, en plus je suis con, parce que j'aurais pu le savoir, je savais que son père avait 10 ans de plus que moi, qu'on n'avait pas une différence de ouf entre son père et lui. Mais c'est vrai que j'avais jamais tilté, c'est en l'écrivant que je me suis dit, mais en fait il a le même âge que ma sœur. Et là du coup ça vous fait plus un choc, en me disant oui, il pourrait être marié à ma sœur en fait. Son père pourrait être marié à ma sœur, c'est très bizarre de dire ça. Encore une fois, c'est pas très grave, hein. Moi je m'en fous. Honnêtement, quand les gens sont consentants, sont heureux, vous pouvez être mariés entre frères et sœurs, je m'en fous. Si vous êtes heureux entre vous, faites pas d'enfants, parce que bon, ça c'est un peu plus compliqué, mais je veux dire, voilà, si vous êtes amoureux, vivez votre kiff. Voilà, entre deux garçons, entre deux filles, entre deux raéliens, je n'en sais rien. Faites ce que vous voulez, tant que vous faites mal à personne, vous avez le droit de kiffer votre vie. Bref. Donc voilà, on a rempli toutes ces informations. Donc voilà, la plupart des docs, pardon, pas des tocs, on n'avait pas de tocs, mais la plupart des docs sont assignés par elle pour le coup. C'est-à-dire que même les informations que moi j'ai remplies, c'est elle qui a dû les signer. Très bien, ok. Et voilà, avec un gros dossier sous le bras, parce que ça fait quand même pas mal de pages, surtout les 30 pages que vous avez imprimées. Si vous repartez avec un petit dossier de 50 pages quand même, direction l'immigration. Alors je vous l'ai dit, hein, ça a été assez rapide, pas besoin de prendre un rendez-vous, vous allez sur place, vous dites que, de toute façon je sais même pas si on peut prendre un rendez-vous, je pense pas, mais vous allez sur place, vous dites que vous venez pour un changement de visa, une personne check rapidement les docs, puis vous donne un numéro. Et oui, on n'est pas un numéro, je sais, mais oui, il faut s'habituer, vous êtes un numéro. Là vous attendez et on vous appelle au bout d'un moment. Natsu n'avait pas rempli 2 champs en pensant qu'elle n'avait pas à le faire, donc ils nous ont demandé de les re-remplir sur place. Donc juste un document, on n'a pas tout refait, on a juste rempli deux documents, ça a pris 2 minutes, et voilà, c'était ok. Je me retrouve avec un récépissé à attendre d'avoir un message dans ma boîte aux lettres, savoir si oui ou non, bingo ou pas bingo. Une fois que j'aurai cette lettre, je devrais me rendre à nouveau à l'immigration, encore faire la queue, bah oui, on aime ça, pour récupérer ma nouvelle carte de résident, avec mon nouveau visa, si mon visa est accepté, bien sûr. Hein. Si c'est refusé, je sais pas comment ça se passe du coup, et j'espère ne pas vous faire un podcast pour vous expliquer comment ça se passe en cas de refus de visa. Voilà, hein, on espère, parce que sinon, ça va pas être marrant. Car oui, hein, votre visa peut être refusé. Hein. Si par exemple vous n'avez pas les moyens de vivre au Japon, même si une connaissance m'a dit, comme je l'ai dit, qu'elle a vu un mariage en vivant à l'étranger avec son conjoint au chômage, encore une fois, je trouve ça un peu bizarre, mais je pense qu'il y a peut-être des petits trucs. Mais c'est encore une fois, c'est à la tête du client. Hein. Si Juichi est pas dans son bon jour, on sait jamais, hein, il peut vous refuser votre visa. Hein. Il y a déjà plein d'histoires qui existent où il y a des mecs qui ont des visas à 5 ans, qui ont des situations qui sont beaucoup moins bonnes qu'un mec à qui on va filer un visa à 1 an, alors que le mec a une super situation, ou la fille, hein, je dis le mec, mais pareil. Bref, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas une logique de ouf, quoi. Puis je pense aussi que votre nationalité, hein, la situation de votre compte en banque, etc., etc., il y a plein de critères qui vont faciliter. Hein. J'ai aucun doute qu'un Américain aura beaucoup plus de chances dans les mêmes conditions qu'un petit Népalais. Voilà. Alors oui, ça fait raciste de dire ça, mais honnêtement, voilà, on se doute qu'ils sont moins regardants quand t'as le gros Américain qui arrive avec ce pété de thunes, machin et tout, et le mec qui est népalais, même qui a peut-être de l'argent, le népalais. Hein. Mais tu sais, on va dire, ouf, qu'est-ce qu'il vient faire ici? C'est louche. Voilà. Bon, oui, c'est con, c'est dommage, c'est raciste, mais a priori, je pense qu'ils seront plus suspicieux à l'immigration. C'est dommage, mais c'est comme ça. J'ai quand même quelques anecdotes marrantes à vous raconter, même si ça fait quasiment 1 heure, on va dépasser un peu aujourd'hui, mais bon, c'est l'administration, l'administration c'est long, oui. Et on finit quand même avec un peu de rigolade. Bon, rigolade, pas la blague à Toto non plus, hein, mais c'est juste pour vous expliquer des petites anecdotes, j'aime bien les anecdotes. Donc avant de partir pour le bureau de l'immigration, je fais un petit check de sécurité pour voir si on a bien tous les papiers, je relis sur le site de l'immigration, voir si j'ai bien tout, je check que j'ai rien oublié, etc. Et là, merde, je me dis, on n'a pas le certificat de mariage. Vous savez, je vous en ai parlé de certificat de mariage, et je demande à Natsu, qui me dit, bah non, mais tu m'as dit que c'était tel doc ou tel doc, bon, forcément c'est ma faute, hein, classique, tel doc ou tel doc, le certificat, donc on n'a pas le certificat, moi j'ai demandé l'autre, j'ai pas demandé celui-là, bon, je me rappelais pas, hein, moi, de ce que j'avais demandé, bien sûr, classique aussi, mais c'est vrai que je me souviens que j'avais vu des trucs où parfois on disait c'est ce doc-là ou ce doc-là, mais c'était plus pour les taxes, et c'était plus pour le certificat de travail. C'était pas pour le certificat de mariage, mais sur le moment, voilà, t'es là, tu fais ah merde et tout, tu fais ah putain, mais oui, mais j'y peux rien, mais c'est ce qu'on m'avait dit, machin et autre. Donc voilà, tu sais pas trop, tu te paniques, voilà, tu réfléchis plus trop. Donc voilà, on regarde le site et on voit qu'ils ont besoin quand même de tous les documents, tu vois. Donc on fait merde. Bref, je suis un peu deg, mais Natsu check et voit qu'on peut les imprimer au combini. Ah je vois bonheur, voilà, on est sauvé, on va aller au combini puis on va imprimer ce document au combini.
Oui, pour vous la faire courte, il y a certains documents officiels qu'on peut récupérer au Combini, mais que certains. Donc ok, c'est cool, on va au Combini avant d'aller à l'immigration, sauf que sa ville n'est pas reliée au système. Il y a seulement 3 villes dans la préfecture de Wakayama qui fait ça, donc notre livret de famille est dans sa ville à elle, je sais pas pourquoi au final, et du coup, bah c'est mort. Bon, bah tant pis, hein, je me dis de toute façon, on va quand même y aller, on tente quand même, hein, parce que de toute façon, vous savez, hein, même si mon dossier avait été complet, dans ce genre de truc, t'as toujours un truc où le mec va dire: ah oui, mais vous n'avez pas rempli le formulaire B46. Mais c'est quoi le formulaire B46? Ah bah il faut le formulaire B46, mais c'est écrit nulle part. Oui, bah si, il faut le savoir. Ou alors c'est: ah bah non, vous avez écrit en rouge, il fallait écrire en bleu, monsieur. Oui, bah non, il faut tout refaire. Bon, tu vois le genre de truc, hein. La photo qui est pas à la bonne taille, enfin, toujours un truc qui va merder. Donc je me dis, bon, de toute façon, on va y aller, puis comme ça, au moins, on valide ou pas que le dossier est valide, et s'il reste un document, bah faudra retourner, c'est chiant, mais bon. Ah, c'est relou, mais on n'a pas le choix. On arrive au comptoir, on explique qu'on n'a pas le certificat de mariage, on dit on est désolé, on l'a oublié, est-ce que c'est grave, etc. Et là, le mec, il nous regarde quand même un peu blasé, mais vraiment un peu blasé. Juichi, je sens qu'il est là, il dit: qu'est-ce que c'est ces cons là encore? Et là, on dit: bah oui, on est un peu bête, on a oublié, mais bon, ça peut pas arriver, excuse-nous, hein, Juichi. Hein. Parce qu'il était très blasé. Hein. Et puis du coup, il reprend les docs et il nous montre un doc en disant: bah, il y a votre certificat de mariage. Ah oui, bah en fait on avait bien fait la demande du certificat de mariage, on l'avait juste pas vu quand on a fait le check de tous les documents, je sais pas, il est passé entre les mailles. Bref, on est passé pour des teubés, voilà, bravo. Sauf que, ouf de soulagement, hein, il y a tout du coup, le dossier est complet. Sauf que là le mec il dit: par contre, c'est bien votre truc de mariage mais vous avez pas le dossier pour les taxes pour votre mari. What? Ah, je capte pas parce que je l'avais vu le doc, justement, il y avait écrit que j'avais payé tant, que machin et tout. Je sais pas si le doc il est là pour les taxes, je l'ai fait. Mais en fait, a priori, il fallait un autre document. Sachant qu'à la base, ces docs sont pas obligatoires hein, du côté des migrants. Mais bon, le type prend le dossier et on patiente. Donc moi, je me suis dit, bon, bah ils vont sûrement. Je me dis qu'il va falloir je vais devoir retourner à la mairie le lendemain, revenir filer le dossier, etc. Mais bon. Et au final, il nous a dit, comme je lui ai dit, que c'était ok. Alors j'étais un peu surpris, hein, j'espère que ça va pas jouer contre moi, car ma femme ne travaille que depuis 6 mois, elle est au SMIC, et que forcément pour la stabilité du visa, mon salaire est quand même plus bankable, on va dire, que le sien, clairement, que sa situation à elle. Mais bon, on verra, puis de toute façon, il y a quand même un document comme quoi j'ai payé des taxes, hein, donc bon, techniquement, c'est quand même un document, puis honnêtement, je pense qu'ils sont capables de savoir si j'ai payé mes impôts ou autre, enfin, c'est un truc aussi, je comprendrai jamais, mais c'est ça partout, hein, l'administration qui te redemande plein de documents, qu'en fait ils ont déjà accès ou qu'ils pourraient avoir accès. Par exemple, ton numéro de passeport. Les mecs, j'ai un numéro de carte de résidence. Ça fait 15 fois que je leur donne mon numéro de passeport. Vous pouvez pas je suis sûr qu'il est rentré quelque part dans l'ordinateur. Pourquoi j'ai besoin de redonner mon numéro de passeport, de refaire des photocopies sans arrêt des mêmes choses, de remplir les mêmes informations, le nombre de fois où j'ai rempli, le nombre de fois où je suis venu au Japon, vous savez, je suis venu en 2015, en 2017 avec un visa machin et tout. J'ai l'impression d'avoir fait ça 45 fois. Tu te dis, mais tu peux pas l'avoir une fois dans ton ordi puis on en parle plus. Enfin, tu le récupères, il est là, t'as l'info normalement. Mais bon, c'est l'administration, hein, c'est pas la magie de Disney. Mais bref, de toute façon, on fait avec, on fait comme ça, on va pas dire: non, monsieur, c'est un scandale, je vais. J'espère juste que ça va pas poser de problème, voilà. Bref, donc j'ai pas eu besoin voilà, de retourner à la mairie, il a pris mon dossier. Bref, une nouvelle chose de fait hein, qui est dans ma vie japonaise maintenant, hein, je croise les doigts, hein, même si je suis pas super stressé non plus. Hein, mais bon, j'espère avoir 3 ans de visa et surtout qu'il soit accepté, hein, parce que si t'es pas accepté, là ça serait un peu plus stressant. Mais ça me permettrait ensuite de terminer ma collaboration avec ma boîte japonaise, comme je l'ai dit, pour être en full freelance et respirer un peu financièrement dans quelques mois. Mais ça sera pour une prochaine histoire. En tout cas, j'ai pas trouvé la procédure franchement très compliquée en toute honnêteté. C'est quand même assez simple à faire. C'est bien sûr c'est de la paperasse, donc c'est chiant, ça prend un peu de temps. Mais franchement, j'ai connu des papiers ou des trucs où tu te prends un peu plus la tête en disant: mais qu'est-ce qu'ils veulent là, je comprends pas. Il y a les papiers à la mairie qui peuvent être un peu compliqués si vous parlez pas japonais, mais logiquement votre conjoint est japonais, donc il devrait savoir quel papier, même si finalement Natsu s'est trompé dans un papier de taxe. Est-ce qu'elle s'est trompée? Est-ce qu'on a mal compris? Je jette pas la pierre, il n'y a pas de problème, puis c'est aussi ma faute, j'avais quand même démerdé. Mais voilà, il peut y avoir des trucs, mais il n'y a rien de très complexe. Un truc à savoir aussi, qui me stressait un peu au début, mais mon visa se termine fin mai. Et les visas mariage peuvent être validés en 15 jours. J'ai déjà vu des gens se faire valider leur visa en 15 jours, ou 1 mois, ou 3 mois, ou 4, ou 5. Bref, c'est encore une fois la loterie, il y a à boire et à manger. Et donc j'avais un peu peur de pas être dans le bon timing, parce que là je voulais faire mes documents. Au début, quand j'ai commencé mes documents en fin janvier, je me suis dit: oula, s'il faut qu'on ait un document qu'on récupère à la mairie de Wakayama ou je sais pas quoi, c'est même pas Wakayama, c'est Arida où elle habite, qu'on doit récupérer des papiers, qu'on doit faire une apostille comme la dernière fois, qu'il y a des allers-retours, qu'il y a des traductions. Je me suis dit, bon, c'est le truc où tu peux perdre 1 mois ou 2 facilement avant de donner ton dossier. Donc je m'étais dit, on est début janvier, fin janvier, février, mars, avril, mai, voilà, ça fait 4 mois, pas tout à fait. Donc je m'étais dit, ça peut aller très vite. Donc voilà, si tu perds 1 mois déjà ou 2, ça peut être tendu, comment ça se passe.
Mais bref, en cherchant, j'ai vu que si votre visa expire, c'est pas si grave. Si vous avez fait une demande de visa en cours, vous avez en gros une extension temporaire de visa. Je sais pas combien ça marche, hein, vous allez peut-être pas avoir 12 ans de visa temporaire, mais vous pouvez avoir un peu de visa temporaire le temps que votre situation soit réglée. Donc c'est vrai que c'est un peu rassurant. Mais bon, personnellement, je préférerais avoir la réponse rapidement, car si c'est refusé, je pourrais a priori demander à ma boîte japonaise de refaire une demande de visa de travail. J'aimerais être encore dans les temps, parce que si je suis encore dans les temps, on peut refaire, voilà, je sais pas, s'il me refuse mi-mars, il reste 2 mois pour faire la demande de renouvellement de visa, parce que là, ce sera une renouvellement, donc ça prendra aussi moins de temps que de refaire from scratch. Donc voilà, je pense que c'est faisable. Mais voilà, c'est des moments qui sont un peu stressants, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, même si je pense que, logiquement, je touche du bois, je suis sur une table en bois, voilà, je pense que ça devrait bien se passer. Mais, encore une fois, on ne sait pas, donc j'attends, pas fébrilement, parce que voilà, même c'est très marrant, parce que Natsu est plus fébrile que moi, je pense qu'au début, elle n'était pas du tout stressée pour ça, puis quand on est parti d'immigration, elle était stressée, je pense que ça lui est arrivé comme un truc en disant, ah putain, je paye pas beaucoup de taxes, machin et tout, je gagne que le SMIC, peut-être que j'aimerais pas... En fait, elle avait peur que genre mon visa soit refusé, puis voilà, que ça soit la cause, qu'elle soit la cause de mon non-restage au Japon, ou que de stress supplémentaire, etc. Honnêtement, vu que je travaille et tout, ça serait pas cool que mon visa soit refusé. Voilà, ce serait pas cool, parce que bon, j'ai quand même un salaire correct, j'ai un travail au Japon, elle a un travail aussi, on paye nos taxes, voilà. Ça serait quand même pas chouette, il y a peu de chances que ça arrive, donc c'est pour ça que si ça arrivait, ça serait vraiment... il y aurait de quoi être vénère, mais bon, encore une fois, c'est la vie, hein, vous n'avez pas le choix, hein, c'est pas vous qui décidez. J'y crois pas trop, je pense que ça se passera bien. Mais voilà, j'aimerais, comme tout, hein, on aimerait que ça soit terminé, puis comme tout, j'espère avoir un visa 3 ans, comme ça je me dis, bon, pendant 3 ans, au moins sur les papiers, sur les visas, j'aurai peut-être d'autres problèmes à régler, mais au moins sur le visa, j'ai une mini épée de Damoclès en moins. Je vous ai déjà parlé de ces épées de Damoclès qui sont nombreuses. Le visa, le travail, la langue japonaise, le futur, la retraite. Ah ouais, il y a plein de trucs qui sont en cours. Si j'enlève déjà le visa, que genre j'ai un visa à 3-5 ans, bon, ça fait souffler un peu, même si si demain je divorce pour X raison, on sait jamais, hein, mon visa il se termine, donc forcément ce sera compliqué. Mais voilà, ça fait souffler un petit peu. Une fois qu'on aura enlevé celui-là, il y aura aussi le visa permanent qu'il faudra demander dans 3 ans, je crois. Après 3 ans de mariage, je pourrais le demander le visa permanent. Bon, là, ça prend du temps. Les procédures, c'est 1 an, 12 ans. Donc, vous avez, voilà, c'est pas fini, quoi. Il y a temps de voir. Mais ça sera encore une épée de Damoclès qui sera enlevée. Je sais pas pourquoi je dis Damoclès, je vois Damoclès enlevé. Puis après, il y a l'épée de Damoclès des finances. Hein. Une fois que, voilà, je sais que je peux trouver un travail facilement au Japon, quand je parlerai japonais correctement, ou si je monte ma boîte, par exemple, et puis que ça tourne, je monte mon commerce, puis que mon commerce il tourne normal. Après, on sait pas ce que peut devenir la vie. Mais le jour où je parle japonais, le jour où j'ai un commerce, le jour où j'ai un boulot qui est totalement stable, même si mon boulot il est stable actuellement, demain tout peut changer, j'en sais rien. Je serais plus rassuré. Ou de l'argent de côté, par exemple. Si j'ai de l'argent de côté, assez d'argent de côté, que mon PEL soit remonté, je serais rassuré de me dire, bon, ok, j'ai mon PEL, s'il y a une année blanche, je peux faire une année blanche et me mettre à fond dans le japonais, ou faire des petits boulots, enfin voilà, vous comprenez la chanson, quoi. Donc bref, j'ai encore plein de petites épées de Damoclès à repousser petit à petit, ça va prendre du temps, ça va prendre des années, mais voilà, c'est un pas de plus, ce visa mariage vers le Japon. Voilà, qui aurait dit il y a 5 ans ou 6 ans que j'aurais un visa mariage au Japon? Pas moi en tout cas. Donc voilà, ça fait une petite étape, puis c'était pas si compliqué que ça à faire en toute honnêteté. Donc voilà, c'est fini pour cette partie administrative. Je vous donnerai des news, bien sûr, dès que j'aurai le visa. Je vous dirai comment ça se passe. Je vous donnerai des news aussi pour la partie freelance, parce qu'après, je vais passer en mode full freelance. Donc ça, c'est pareil, il y aura des petits trucs. Il n'y aura peut-être pas des épisodes complets à raconter, mais je vous parlerai un peu de vie de freelance. Je pense que je vous ferai un épisode vraiment full freelance à un moment donné, quand j'aurai une bonne année de freelance, que j'aurai payé mes taxes en full freelance, parce que ça fait déjà 1 an que je suis freelance, hein, même plus. Mais quand j'aurai vraiment payé, je serai du full freelance, c'est du freelance à côté. Quand j'aurai fait de l'optimisation fiscale, par exemple, ce genre de trucs, je pourrais vous partager des petits tips. Donc là, sûrement, je ferai un petit truc. Mais en attendant, je pense que voilà, de ce côté-là, ça devrait être plus calme. En tout cas, j'espère. J'espère ne pas vous faire un épisode. Ils m'ont refusé mon visa. Maintenant, il faut que je fasse un visa. C'est un visa, working visa en vitesse. Puis même si je devais refaire mon working visa, ça m'enchanterait pas parce que du coup, ça veut dire qu'encore pendant X années, je vais pas faire beaucoup d'économies, voire pas d'économies. Donc, je vieillis, encore une fois, et la retraite est loin. Et elle se rapproche pas du coup si je fais pas d'économies. Vous avez compris, hein, vous connaissez un peu le truc. Mais bref, sur ces paroles positives. Bon, après, je suis très négatif, hein, mais c'est parce que voilà, je veux rester ici, je suis bien ici, donc voilà, j'aimerais consolider, puis justement virer petit à petit toutes ces épées de Damoclès, puis vivre une vie normale, comme j'avais un peu en France avant, où j'avais une vie normale, où j'avais pas de stress spécifique sur l'argent, sur le travail, pas plus que la moyenne, quoi. Alors que là, effectivement, vous êtes un peu plus sur un truc un peu tangent, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui bouge, tout peut s'écrouler, vous savez pas trop, donc j'aimerais que s'il y a un truc qui bouge, je tombe juste, puis que ça s'écroule pas. Voilà, c'est juste ça mon souhait pour l'avenir, pour l'avenir proche en tout cas, mais je sais que tout ça va prendre du temps, puis ça va se construire
étape par étape, hein, je vous l'ai dit, hein, il y a 3 ans, quand j'ai débarqué au Japon, parce que ça fait faire presque 3 ans, je faisais les podcasts Road to Japan à cette époque. Je vous l'avais dit, c'est des premières marches. C'est pas du tout une fin en soi là, d'être arrivé au Japon. C'est des premières marches d'un très long escalier qu'il va falloir continuer de monter. Et quand on sera arrivé au bout, on pourra souffler, on sera tranquille. J'espère qu'on y arrivera. Et on pourra vraiment se dire, ok, voilà, maintenant la vie au Japon, c'est sûr, c'est consolidé. C'est une vie tranquille, une vie pépère. Je demande pas être millionnaire, hein, je demande juste à avoir une vie pépère au Japon et kiffer ma petite life tranquillou. En enlevant un peu le stress, ces petits stress qui sont pas quotidiens, je vous rassure, mais qui sont quand même là et qui sont pesants, et il faut le savoir. Je veux vraiment le... Pour les gens qui ont des projets Japon, je veux quand même qu'ils gardent ça en tête. Alors il y en a qui vont venir en mode expat, péter de thunes, etc., qui auront peut-être de stress, hein. Tout le monde a des stress, pas parce qu'on a plein d'argent qu'on n'a pas de stress, hein. Mais quand vous venez au Japon comme ça, un peu en mode, alors je vais pas dire galérien, parce que franchement, il y a des gens qui sont beaucoup plus galériens que moi, je pense, en mode vie au Japon. Mais peut-être que vous serez en mode beaucoup plus galérien, ou peut-être que vous serez dans un mode un peu similaire. Vous allez avoir du stress, voilà. Vous allez vivre au Japon, vous serez heureux de vivre au Japon, vous allez avoir plein de côtés positifs, mais pensez pas comme un béni oui-oui. Vraiment, prévoyez ça. Parce que si vous le prévoyez, ça veut pas dire que vous allez pas vous en prendre dans la gueule, hein, c'est pas ça. Mais au moins, vous allez pouvoir le gérer plus facilement, si ça arrive. Vous allez pouvoir vous le prendre dans la gueule en sachant que c'est possible que ça, vous allez vous prendre des trucs dans la gueule, et donc vous serez un peu plus armé pour faire la suite de votre vie au Japon. Il y a des gens qui viennent un peu trop en mode béni oui-oui, et dès les premiers problèmes, qui sont en larmes, qui sont genre c'est horrible, c'est affreux, et puis ça leur gâche leur expérience. Ce qui est normal, hein, c'est pas facile, hein, c'est pas facile tous les jours, hein, mais au moins, voilà, vous êtes prêts, et de temps en temps, vous allez peut-être pleurer, de temps en temps, vous allez être triste, et de temps en temps, vous allez stresser, c'est normal. Mais je veux dire, voilà, au moins vous le savez, et vous êtes un peu préparé. Alors que quand on n'est pas préparé et qu'on arrive en mode le Japon, j'adore, le Japon c'est la vie idéale, les gens ils sont gentils, c'est tout propre, c'est super, moi j'adore, et puis que vous preniez le premier coup en disant ah, petit coup là dans la gueule, hop, deuxième gifle, hop, troisième gifle, je me donne vraiment des gifles en ce moment, parce que tiens, tiens finalement j'ai perdu beaucoup d'argent parce que ça m'a coûté très cher, ah j'ai galère pour trouver du travail, ah le monde du travail c'est des méchants finalement, il y a des gens qui supportent pas puis qui arrivent pas en fait parce qu'ils se sont pas préparés. Il y a des gens qui n'auront pas les épaules, clairement, qui n'arriveront pas, puis c'est pas grave, c'est pas grave, parce qu'effectivement, c'est pas tout le temps une vie rêvée. Mais voilà, c'est des concessions. Il y a des bons côtés, et vous avez aussi la montagne de mauvais côtés à côté, il faut voir si la balance, elle est correcte ou pas, puis essayer de faire pencher la balance plus du côté bon côté que mauvais côté, tout simplement. Il faut être préparé. Voilà, c'est vraiment le conseil que je vous donnerais, c'est, vous n'allez pas pouvoir tout préparer, que tout soit réglé, que tout soit tranquille, vous allez avoir des merdes. Mais au moins préparez-vous qu'il y aura des merdes et que tout sera pas parfait. Voilà, c'est juste ça. La redescente sera moins dure. Voilà, et ça sera plus facile de combattre, je pense, en étant préparé qu'en se prenant une grosse gifle dans la gueule qu'on n'a pas vu arriver. Si on sait que la gifle va arriver, on est prêt. On est prêt, puis on sait qu'on va se prendre des gifles et puis on dit ça va faire mal. Alors, ça fera autant mal, hein, mais vous allez pouvoir avancer. Si vous l'avez pas vu venir, ça va vous mettre par terre. Voilà. Donc c'est vraiment le conseil que je vous donnerais, c'est de prévoir un maximum, d'être préparé à ça. Il n'y a rien à prévoir, mais genre mentalement de savoir que ça va pas être tout le temps facile. Voilà, qu'il y aura du stress. Vous allez avoir du stress. J'ai des amis qui vivent dans des conditions qui sont meilleures que moi, hein, mais ils ont du stress. Ils ont d'autres stress. Ils ont eu des enfants, par exemple, et puis ces stress des enfants avec leur conjointe, ça se passe mal, et puis du coup, leur vie, ils ont failli partir, ils ont failli revenir, ils savent pas trop, etc. Bref, ils ont d'autres formes de stress. Mais voilà, on n'a pas. Il y a des gens pour qui tout se passe bien. Il y a des gens pour qui, genre ici, c'est merveilleux, ils gagnent bien leur vie, ils ont une vie de famille qui est épanouie, tout est parfait, ils ont plein d'amis, c'est super. Et ça arrive aussi, hein. Mais c'est vrai que quand vous venez dans les aventures comme ça, vous avez plus de chances d'être en mode galérien qu'être dans le mode roi du monde. Voilà. Et que votre vie sera peut-être plus compliquée finalement que ce qu'elle était quand vous étiez en France. Mais à côté de ça, vous allez avoir plein d'autres trucs positifs, plein de bonheur, qui font que c'est peut-être plus compliqué, mais finalement, c'est bien. Voilà, vous êtes bien ici. Donc, ce qui est mon cas. Voilà, je pense que moi, c'est mon cas. C'est plus compliqué que quand j'étais en France, clairement. Mais pour rien au monde, j'aurais envie de rentrer, clairement. Mais j'espère quand même que la situation va s'améliorer, parce que j'espère ne pas vivre cette vie-là jusqu'à la fin de ma vie non plus, parce que c'est pas non plus génial. Voilà. C'est sympa, mais c'est pas génial. Et j'aimerais justement améliorer. Il manque pas grand-chose, mais ça va nécessiter encore quelques années de travail. Mais bref, on était là sur le 36-15 ma vie, mais c'est des conseils d'amis que je vous donne comme ça, en one-on-one, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr, ça ne touchera pas tout le monde, mais pour ceux qui ont des plans de venir au Japon, n'abandonnez pas, mais préparez-vous, ça sera pas toujours facile. Mais vous allez quand même kiffer. Hein. Voilà. Je veux pas non plus faire le mec rabat-joie, parce que c'est pas le cas. Il y a des chances que vous kiffiez, mais si vous êtes préparé, vous allez un peu moins... Dans les mauvais moments, ça sera moins difficile. Ce sera difficile, mais moins difficile. Sur ces bonnes paroles, la semaine prochaine, je pense qu'on fera peut-être un truc voyage. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast voyage. Faire un truc classique, un truc un peu putaclic, mais bon, on fait pas de putaclic sur le podcast, donc en fait, c'est pas vraiment pour le but. Mais je sais qu'il y a des gens qui écoutent le podcast pour préparer leur voyage, qui ont pris des infos au début, puis on parle un peu moins de voyage depuis. Et là, ce sera peut-être un petit récap de genre quand on vient en voyage, des petits tips, des trucs simples, la carte Suica, les machins, les trucs basiques. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, donc on va rafraîchir un peu les mémoires pour ceux qui veulent. Et j'ai un autre podcast normalement qui est prévu d'une petite balade dans le sud d'Osaka.
mi-figue, mi-raisin, mais des trucs quand même, un petit quartier que j'avais visité et dont je voulais vous en parler. Bref, on va s'arrêter là pour cette semaine, et je vous dis donc quoi? Ciao, bye bye, matane. 誰かの環境を恥ずかしがらずいつでも健康でいるのが理想悲しい報道と楽しい旅行をそれらを計算するのが指標後ろ